Bonjour à toutes et à tous. Merci, d'être, sur ce webinaire qui est destiné à présenter un certain nombre de métiers et de formations. Ce webinaire étant en filiation du MOOC de l'Institut Mines Télécom, Ose les métiers de l'industrie du futur. Bonjour Martina Sarr, vous êtes responsable formation, métiers et compétences en charge de l'Observatoire des métiers de l'Institut Mines Télécom et je vous passe la parole. Bonjour à toutes et à toutes. Bienvenue sur cette nouvelle édition du webinaire donc Ose les métiers de l'industrie du futur. Alors je me présente, je suis Martine Assard. Je suis responsable de l'Observatoire des métiers et des compétences à la Direction générale de l'industrie de l'Institut Mines Télécom. Alors j'ai quand même un petit écho, hein, c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué. Alors je ne sais pas si du côté de Fun tout va bien. Mais de mon côté, ça va être un petit peu compliqué. Voilà, alors, pour essayer de reprendre avec l'écho, voilà, ça va être beaucoup plus simple sans l'oreillette. Donc, l'IMT, pour reprendre là où j'en étais, c'est donc un groupe d'écoles d'ingénieurs et de management. Donc, nous sommes présents sur toute la France et donc je pilote ce webinaire qui est en lien avec le MOOC Ose les métiers de l'industrie du futur, qui est donc hébergé auprès de notre partenaire Fun MOOC. C'est donc un parcours découverte qui vous permet simplement d'en savoir un petit peu plus sur l'univers industriel à travers 6 grandes fonctions clés, donc de la production, la recherche, la conception, la maintenance, la supply chain, le big data et le management à travers donc 18 grands métiers qui sont accessibles, et c'est expliqué comment à travers ce MOOC par la voie initiale, par la voie de la formation professionnelle. Et donc, ça permet de donner quelques clés de compréhension à vous tous qui êtes ou au collège ou au lycée, mais aussi qui êtes simplement salariés ou pas, mais en situation peut-être de reconversion professionnelle. Je vous invite d'ores et déjà à aller par curiosité donc voir et découvrir ce MOOC Ose les métiers de l'industrie du futur. Et donc, ce webinaire que nous avons le plaisir aujourd'hui de présenter est une déclinaison de ce MOOC. Et nous sommes donc aujourd'hui à IMT Atlantique, qui est donc une des écoles du groupe IMT, où nous avons le plaisir d'être accueillis pour faire un focus sur les métiers de la défense navale, avec donc le plaisir d'accueillir donc Naval Group, qui va mettre en lumière un petit peu tous les métiers, en tout cas un panel de métiers qui sont donc dans ces activités. Donc, on aura le plaisir de voir un petit peu quels sont ces métiers, hein, puisque la défense navale, ce sont des rôles variés, hein, du marin, technicien, ingénieur. Tous ces métiers requièrent quand même une expertise militaire et technique importante, et c'est ce qu'on va découvrir en écoutant les différents témoignages de nos invités qui vont nous expliquer, et à travers leur parcours et surtout à travers leur métier, finalement, quelles sont les compétences, quelles sont les activités qu'ils font au quotidien, et tout ça pour finalement garantir la sécurité de nos frontières et assurer aussi cette sécurité maritime qui, dans un contexte international qui est assez mouvant actuellement, eh bien, ce sont des questions de plus en plus importantes, et c'est bien de savoir que ces personnes travaillent pour la sécurité de l'ensemble de nos concitoyens. Nous aurons également le plaisir d'accueillir avec nous 2 intervenants qui, eux, appartiennent à l'Académie de Nantes, donc à l'Éducation nationale, pour nous expliquer quels sont les liens qu'entretient l'Éducation nationale avec les entreprises sur les questions de l'orientation, de la formation, pour simplement un petit peu mieux comprendre quelles sont les passerelles, quels sont les dispositifs qui sont mis en œuvre pour, là aussi, faire en sorte que les jeunes, vous qui êtes peut-être derrière vos écrans, eh bien, puissiez activer
certains dispositifs pour connaître un petit peu mieux tous ces métiers de l'industrie qui vous permettent en tout cas de pouvoir avoir des carrières parfois assez incroyables à travers les différents secteurs et les différents métiers. Alors, nous aurons également, comme chaque fois, une petite séquence orientation qui nous est chaque fois préparée par notre partenaire l'ONICEP. Et enfin, pour clôturer cette émission, eh bien, nous aurons, comme chaque fois, eh bien, un petit temps de questions-réponses où vous êtes tous conviés sur le chat qui est déjà ouvert. Donc, n'hésitez pas, à partir du moment où nos différents intervenants vont commencer à prendre la parole, eh bien, si vous avez des questions, allez-y, posez-les et nous prendrons ce temps en fin d'émission pour y répondre. Voilà, ben, il me reste en tout cas à vous remercier encore pour votre présence et puis, comme dit, posez vos questions puisque je vais commencer par accueillir notre première intervenante. Donc, j'appelle Véronique Jaubert. Bonjour Véronique. Voilà. Bonjour Martine. Alors, Véronique, la tradition de ces émissions, c'est toujours de commencer par le parcours personnel de chacun de nos participants. Donc, tu ne vas pas y échapper non plus. Donc, je te laisse déjà te présenter et ensuite parler plus du point de vue professionnel et en nous présentant également Naval Group. Merci Martine. Voilà. Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Véronique. Je suis issue, moi, d'une formation universitaire. Après mon bac, j'ai préféré faire le choix de l'université pour des raisons, économiques, parce que c'était pas très cher. 2, parce que j'ai intégré une filière administration économique et sociale qui me permettait d'avoir un large panel d'enseignements et qui m'ont permis ensuite, avec mes études, de pouvoir intégrer directement une vie professionnelle. Et après, j'ai repris mes études au bout de 3 ans de vie active pour faire un master spécialisé en ressources humaines, puisque c'est mon métier. Voilà. Très bien. Alors, maintenant que tu es chez Naval Group, j'imagine depuis quelques années, et que tu as une bonne visibilité aussi sur la partie un peu recrutement, présente-nous un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas forcément Naval Group, quelles sont les activités de Naval Group précisément? Alors, Naval Group, aujourd'hui, donc j'y suis rentrée au moment où Naval Group est devenue une société privée, puisque c'est bien une société privée. Aujourd'hui, nous sommes un industriel de la défense, effectivement. On construit des navires de surface, des sous-marins, mais également des drones, des systèmes autonomes et puis toutes les infrastructures qui interviennent autour de ces bâtiments qui requièrent des compétences spécifiques. Il faut bien avoir en tête qu'un bateau, c'est d'abord un ensemble de systèmes et d'équipements qui peuvent être extrêmement importants, extrêmement techniques. Et donc, on intervient sur tous les éléments qui sont intégrés ou fabriqués par nous et qui sont assemblés sur ces bateaux-là. Donc, ça peut aller d'une chaufferie nucléaire, d'un système de combat. Ça peut être également toute la partie propulsion, on en parlera avec le site de Nantes. Et c'est aussi toute la partie IT qu'on voit pas, où on se laisse un peu dépasser par le côté coque, bateau, moteur, classique qu'on connaît tous. Mais aujourd'hui, un bateau sans système de télécommunication, sans logiciel, sans data center, sans cybersécurité, eh bien, il fait beaucoup moins de choses. Voilà, donc on va intervenir sur l'ensemble de ces métiers-là. On a 10 sites en France. On a des sites plutôt dédiés sur de la construction. On a des sites dédiés plutôt sur certains équipements spécifiques, comme Nantes, qui est un site qui est dédié à toute la thématique de la propulsion, de la construction, de l'assemblage de la chaufferie, et puis à son intégration après derrière sur les sous-marins ou sur le futur porte-avions ou les anciens porte-avions. Et puis, nous avons également sur Nantes la chance d'avoir un technocampus sur un autre site qui est en fait notre direction technique et de l'innovation et donc tout un pan de R&D qui sont traités sur ces sujets-là et à cet endroit-là. Et donc, Nantes est très, très actif par rapport à ça. On a aussi d'autres sites qui sont des sites de maintenance et j'en parle parce que les 10 sites collaborent ensemble à la fois à la partie construction mais aussi après derrière à la maintenance et à la modernisation de ces navires.
Donc, les sites de maintenance, c'est Brest et c'est Toulon. Et ensuite, on a quelques sites comme le site d'Angoulême que je cite parce que il travaille notamment sur certains équipements mécaniques, mais aussi toute une partie simulation puisque en fait, on met en place tous les simulateurs qui vont permettre aux marins de se former sur ces bateaux-là, de s'entraîner aussi après au quotidien. Et donc, il y a énormément de développement en lien avec la 3D, l'imagerie et autres qui se font sur ce site-là, qui est une de ses spécificités. Et puis, enfin, le site de Saint-Tropez qui aujourd'hui travaille sur toute la partie système autonome et drone qui est en plein essor au sein de Naval Group. Ouais, tout à fait. Voilà, donc sur les métiers, en fait, on couvre un large panel des métiers qui sont enseignés au sein de l'IMT Atlantique. On va avoir différentes filières. Hein. On peut avoir des métiers sur des domaines très mécaniques, électriques, électroniques, automatisme, nucléaire. Sachant que le nucléaire couvre en fait à l'intérieur tous ces métiers-là et utilise tous ces métiers-là. Et puis, on va avoir aussi du génie industriel, de l'environnement, de la qualité, qui sont des métiers aussi qui sont un peu en support de la production, mais qui sont extrêmement nécessaires pour le bon fonctionnement d'une entreprise et où un ingénieur, une ingénieure ont toute leur place à ce moment-là. Voilà, on va travailler aussi beaucoup sur le développement logiciel, mais alors la partie hard et la partie soft de l'informatique, puisque on travaille sur comment vont être les réseaux sur les bateaux, quels sont les data centers qui vont héberger nos logiciels et tous les systèmes qui vont y travailler. Donc voilà. On voit un très large panel sur finalement différents domaines, différentes technologies. Alors, est-ce que du côté effectivement de chez Naval Group, on a des tensions sur des métiers en particulier parce qu'il y a un essor sur, par exemple, je ne sais pas, la simulation 3D ou bien les systèmes embarqués, Alors, la maintenance, par exemple aussi. Alors, chaque site a sa spécialité et ses spécificités. Donc, je dirais que oui, il y a des métiers qui peuvent être en tension. Maintenant, je pense pas qu'il faut que ça fasse peur ou il faut que ce soit un argument pour que les personnes aillent sur ces métiers-là. Il faut d'abord penser à est-ce que ça va me plaire et tester et aller à la rencontre des professionnels qui travaillent sur ces métiers-là. Si vous êtes intéressé et attiré par le nucléaire, il y a 5 ans, personne ne voulait y aller et aujourd'hui, tout le monde veut y aller. Donc, moi, je pense que l'important, c'est de voir. Et ensuite, il faut se dire aussi qu'une formation de type ingénieur, c'est aussi une manière d'apprendre des choses. Et tout au long de sa vie professionnelle, on continue à apprendre et c'est ça qui est enrichissant. On peut tout à fait commencer sur un métier sur de la mécanique et puis bifurquer et évoluer sur soit se spécialiser sur ce domaine-là, soit tout à fait aller aussi à la rencontre d'autres sur du matériel, sur des matériaux. Alors évidemment, ensuite sur différents postes, peut-être pas des postes d'experts ou de spécialistes, mais en tout cas appréhender. Voilà. Donc en général, quand vous êtes ingénieur, vous avez une formation de base qui est assez générique et puis après, vous vous spécialisez en dernières années, mais en fait, ces spécialités, vous verrez que tout au long de votre carrière, vous évoluez et c'est ça qui est enrichissant, je pense, dans cette filière-là et dans l'industrie notamment, c'est qu'on a la chance, quand on est dans un grand groupe, d'avoir plein de possibilités l'accompagnement sur le même site ou sur un même produit. Voilà. Et justement, donc au sein de Naval Group, on peut justement avoir des passerelles entre différentes activités, se former en continu pour évoluer également vers d'autres spécialisations. Alors, la première formation, elle se fait d'abord avec ses collègues, avec les spécialistes, avec les ingénieurs, avec les ouvriers, les techniciens aussi, parce qu'on apprend aussi des gens de la base qui au quotidien interviennent sur les bateaux. Donc, elle se fait d'abord en continu. Ensuite, on peut également reprendre parfois certains cycles d'études, certaines formations. Il y a tout un volet sur la formation continue qui se fait. Donc, ça en fait partie. Maintenant, je pense que la grosse différence, c'est qu'on passe de la théorie à la pratique et on apprend au fur et à mesure qu'on fait. Et c'est ça aussi qui permet d'avancer.
Et j'imagine que tous les profils sont aussi bienvenus chez Naval Group, hein, que ce Oui. soit les apprentis, les jeunes femmes Alors aussi, j'imagine. aujourd'hui, Naval Group intègre chaque année 450 stagiaires et 450 apprentis nouveaux sur ces différents sites pour pouvoir justement les former à nos métiers en complément de leur formation théorique qu'ils suivent au sein des écoles. Et on a une politique très volontariste par rapport à ça. Vous parlez ensuite de diversité et d'inclusion. Effectivement, pour nous, c'est extrêmement important d'essayer d'avoir des personnes qui viennent d'horizons différents, que ce soit d'écoles différentes, mais aussi qui apportent aussi une vision personnelle différente, parce que d'abord, ça nous permet de confronter nos points de vue et de trouver les bons consensus pour trouver les situations et les projets et les réponses techniques qui vont durer dans le temps, puisqu'il ne faut pas oublier que c'est des bateaux et des navires qui sont construits pour durer à minima 30 ans, voire plus. Et en même temps, on doit continuer à entretenir des anciennes technologies qui ont vu le jour il y a quelque temps. Donc, ça veut dire que pour nous, c'est important d'utiliser des choses qui ne vont pas changer tous les 4 matins, mais au contraire, qui soient relativement stables. Et alors du coup aussi pour, on va dire, avoir une bonne homogénéité et des flux justement de profils qui peuvent intéresser tous les métiers de Naval Group, quels sont les liens qui existent entre Naval Group et son écosystème territorial, qu'il soit ici basé dans l'Ouest ou à Angoulême, Saint-Tropez ou à Toulon par exemple, où Naval Site est également? Alors aujourd'hui, en région nantaise par exemple, puisqu'on se trouve à Bah oui, Nantes, c'est pour ça aussi. on est le 3e employeur de la région nantaise. Donc du coup, pour nous, c'est extrêmement important. On a aussi une responsabilité par rapport à ça. Derrière nous, il y a aussi des partenaires industriels avec lesquels on travaille, que l'on fait travailler. Donc, effectivement, on est présent avec cet écosystème. L'écosystème, c'est aussi comment on va former les jeunes à nos métiers. Donc là, on va travailler avec des lycées professionnels, avec le réseau des universités, avec le réseau des écoles, évidemment avec tous les réseaux des gens qui travaillent autour de l'emploi, que ce soit Pôle emploi, l'APEC et d'autres. Et puis avec certaines entités pour travailler sur l'avenir, quels sont les profils qui se dégagent et quelles sont les orientations de formation. Donc ça, c'est extrêmement important de travailler ensemble et de concert par rapport à ça pour préparer l'avenir, préparer les jeunes sur des métiers qui ont de l'avenir et leur donner les opportunités des emplois. Et alors enfin, Véronique, quel message tu adresserais donc aux jeunes, à leurs parents, aux enseignants aussi qui nous écoutent, pour leur dire: «Venez, à Naval Group, mais venez dans l'industrie surtout»? Alors moi, je pense que l'industrie, c'est quelque chose, moi je m'y plais beaucoup parce que d'abord, je trouve que c'est très proche du concret. On sait ce qu'on fabrique, on le voit. Voilà, on sait tout de suite et ça, moi, je trouve que c'est assez enthousiasmant. Voilà, c'est concret et ça donne du sens en fait à ce qu'on fait. Et je pense que c'est important d'avoir un peu de sens dans ce qu'on fait. Alors, j'allais dire c'est pas virtuel, c'est pas vrai parce que toutes les nouvelles technologies, on les intègre et elles sont intégrées de plus en plus sur les bateaux et c'est notre quotidien. Mais voilà, on voit pourquoi on travaille et ça c'est intéressant. En plus, ce qui est aussi intéressant, c'est que une industrie concentre énormément de métiers, que ce soit des métiers en lien avec le tertiaire. Moi, je suis du tertiaire, je suis pas technique, ou tous les métiers des ingénieurs. Très bien, Voilà. merci beaucoup Véronique et on va tout de suite accueillir un de tes collègues, donc Baptiste, Merci. qui va nous rejoindre. Alors Baptiste, tu es responsable du service méthode et coordination au sein du département des composants nucléaires, si je me souviens bien de tout ton libellé. Alors, avant de nous expliquer ce que tu fais concrètement, est-ce que tu peux nous dire quel a été ton parcours pour arriver jusqu'à Naval Group? Bonjour à toutes et tous. Donc, je m'appelle Baptiste. Je suis actuellement, comme tu l'as dit, responsable de service à Naval Group. Et avant ça, alors j'ai commencé par un bac scientifique. Ensuite, j'ai enchaîné sur une classe préparatoire aux grandes écoles où je me suis spécialisé plutôt dans la physique et la chimie. Suite à ça, j'ai enchaîné sur une école d'ingénieur, donc à l'IMT Atlantique. Alors, anciennement, c'était les mines de Nantes. Aujourd'hui, c'est l'IMT Atlantique. Suite à cette école d'ingénieur, j'ai eu la chance de faire mon projet de fin d'études à Naval Group, donc sur les turbines à vapeur, en tant qu'étudiant sur la modélisation thermo-hydraulique des turbines à vapeur.
Suite à ça, j'ai été embauché au sein de Naval Group, puisque le stage s'était a priori plutôt bien passé, en tant que responsable conception sur les générateurs de vapeur. Donc plutôt un poste d'ingénieur orienté mécanique sur la justification et la définition des composants de la chaufferie nucléaire. Suite à ce poste-là, moi, je voulais faire du management, donc évoluer vers un cursus plutôt management, gestion des personnes, puisque c'est la science qui m'intéresse le plus. Et pour faire ça, il me manquait une vision coût-délai que j'ai pu faire sur un métier de WPM, donc chargé d'affaires, Work Package Manager en anglais, où j'ai pu pendant 1 an gérer une affaire, en fait le composant qui était en cours de fabrication à Naval Group Nantes-Indret. Et depuis 2 ans et demi, donc aujourd'hui, je suis responsable de service méthode. Donc j'ai une douzaine de personnes à manager en direct, ainsi qu'une quarantaine de personnes, donc 3 équipes de production en management transverse. D'accord. Et alors, du coup, comment se concrétisent un petit peu tes activités au quotidien pour qu'on comprenne bien ce que tu fais et c'est quoi ton métier? Aujourd'hui, donc au quotidien, qu'est-ce que c'est? C'est le pilotage des activités de production. Donc moi, je suis en production. Nous, on gère vraiment la fabrication des composants nucléaires avant qu'ils soient intégrés dans le bateau. Donc, qu'est-ce que c'est que gérer la production? C'est du pilotage, c'est anticiper ce qu'on va faire demain, ce qu'on va faire dans 3 semaines, gérer des ressources humaines, savoir quelles personnes vont travailler sur quel sujet, les accompagner, traiter les difficultés qu'on peut avoir au quotidien, prendre des décisions au bon moment quand on a besoin d'en prendre, et vraiment harmoniser en fait le travail. On est là un petit peu comme des facilitateurs pour aider l'ensemble des personnes à arriver au but commun qui est de fabriquer ce qu'on fabrique et d'arriver à la fin au service de la Marine nationale. Et du coup, qu'est-ce qui te plaît finalement, tous les jours quand tu prends ton poste? Qu'est-ce qui, vraiment, est quelque chose qui te dit, qui te dit que finalement tu es au bon endroit, à la bonne place et que ce sont les activités qui te plaisent, hein? C'est quoi qui t'anime à ce niveau-là? Alors moi, ce qui me plaît, donc plusieurs choses. Déjà, premièrement, la partie humaine. Moi, j'apprécie vraiment la partie relations humaines. C'est quelque chose qui me prend, et quand je viens au boulot, je suis content. J'ai tout un public hyper différent, donc avec des ouvriers, des techniciens, des ingénieurs. Donc vraiment un panel différent de personnes avec lesquelles on travaille et avec lesquelles ça se passe très bien. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'anime au quotidien. Et également la partie produit. Parce que ce qu'on fabrique, c'est quand même très particulier. Et les personnes, on va dire, dans le monde civil lambda, n'ont pas forcément la chance de voir. Quand on a la chance d'aller voir un sous-marin, de toucher un sous-marin, de marcher sur un porte-avions, c'est quelque chose qui est quand même très prenant et satisfaisant. Alors je confirme, j'ai eu la chance de rentrer dans un sous-marin à Toulon, une expérience inoubliable. Et effectivement, je comprends que ça puisse être une passion que de graviter dans ces environnements-là. Pour, conclure, Baptiste, qu'est-ce que tu donnerais toi comme message finalement aux jeunes qui, sont peut-être ou au collège ou au lycée et peut-être, ce secteur intéresse, mais sont peut-être rebutés par des études, scientifiques, techniques? Au final, pourquoi les choisir, et pourquoi finalement ça a quand même un intérêt autre que de conduire directement à ces métiers? Voilà, pour les encourager, à y aller. Alors aujourd'hui, l'industrie avec le marteau et l'enclume, c'est fini, hein, c'est plus comme ça. On travaille beaucoup avec du numérique, avec tous les outils de pilotage, c'est que du numérique. Il y a encore forcément besoin des métiers de l'industrie. C'est indispensable, hein, que ce soit de l'opérateur jusqu'à l'ingénieur. Il y a besoin de tout le monde. Mais vraiment, allez-y. Aujourd'hui, l'industrie, c'est pas l'industrie d'il y a 30 ans. Et croyez en ce que vous souhaitez faire, parce que rien n'est impossible C'est clair. si vous souhaitez travailler dans ce domaine. Merci beaucoup, Baptiste. Et du coup, on va passer le relais à un de tes collègues. Donc, on accueille Jérôme. Donc, Jérôme, alors, vous êtes responsable du département ingénierie électrique et contrôle commande, énergie propulsion. C'est long, vous allez tout nous expliquer. Mais d'abord, quel est votre Bon, parcours? je vais me présenter. Voilà. Bonjour, je m'appelle Jérôme, j'ai 46 ans, j'ai 3 enfants. Alors mon parcours, moi je me destinais plutôt quand j'étais au bac et puis même au collège à une carrière de footballeur. Voilà, moi c'était ma passion, le foot. Donc j'ai été dans un centre de formation en avant de Guingamp, mais j'étais pas assez bon. Mais sinon ma deuxième passion, c'était un peu plus le bavardage et puis la curiosité. Mais sinon j'aimais quand même bien les maths. Donc voilà, après un bac scientifique, je savais pas vraiment où aller. Je savais pas vraiment quoi faire et j'ai eu donc l'idée de faire une prépa parce que j'ai rencontré
lors de rencontres. Alors, ça se faisait pas avec des super webinaires comme ça à l'époque, dans les années 90, mais j'ai rencontré un chercheur qui m'a expliqué vraiment ce qu'il faisait. Et du coup, c'est là que j'ai compris un peu ce qui se passait dans les études supérieures, puisque j'étais le premier de ma famille à faire des études supérieures. Et donc, du coup, j'ai fait une prépa scientifique et alors, j'ai passé le concours des mines, mais j'ai pas réussi. Voilà. Alors, j'ai retenté, j'ai redoublé, hein, mais j'ai eu un autre concours dans une autre école d'ingénieurs, donc sur la région de Loire-Atlantique. Donc, c'est Polytech Nantes. Donc, c'est dans les métiers de l'électrique, l'électronique et la conversion d'énergie. Alors, cette époque, je reviens, alors, je suis pas un vieux dinosaure, hein, mais bon, c'est quand même dans les années 90, début 2000. Donc là, on parlait quand même de la robotique, du contrôle-commande, l'automatisme, l'informatique arrivait. Hein. Quand j'ai démarré, il n'y avait pas Internet à l'école. En cours de cursus, c'est arrivé. Donc voilà, c'est des choses qui m'intéressaient, même si j'étais vraiment nul en programmation, mais j'aimais bien les maths, la logique. Donc voilà. Et donc, il faut trouver des stages, s'ouvrir. Et moi, j'avais qu'une envie, c'est voyager à travers l'Europe. Et j'ai eu un stage avec un ancien de mon école en Allemagne, dans l'industrie. Donc, ça s'appelle la société Bombardier. Alors, c'était ABB à l'époque. Et donc, j'ai été embauché par la suite pour faire le contrôle-commande et la programmation de plein de tramways, de métro, dont le tramway de Nantes. Il y a une série de tramways là, de Nantes que j'ai programmé. Et donc, ça m'a bien plu pendant des années. Et puis après, on évolue, on change. La programmation, je vous avais dit, je n'étais pas un champion, mais quand on en fait 8 heures par jour, on progresse. Mais au bout de quelques années, on a envie de voir autre chose. Ouais. Et donc, je suis resté toujours dans le métier du transport, dans les transports ferroviaires. Et j'ai travaillé à Lille pour une société qui s'appelle Siemens Transport. À l'époque, qui s'appelle toujours Siemens et qui produit des métros automatiques, notamment les métros automatiques de Roissy, Orly, Toulouse, et ainsi de suite. Et donc là, mon boulot, c'était d'être chef de projet et donc de faire en sorte que la production qui se faisait en Autriche, puisque comme j'avais passé quelques années en Allemagne, j'aimais bien aussi aller vadrouiller en Autriche, se passe bien pour après les envoyer en Corée. Et donc, ils étaient mis en service en Corée. Donc, ça m'a plu pendant quelques années. Et puis après, quand on a des enfants, une famille, et qu'on est breton et fan d'En avant Guingamp, on a envie de revenir vers la Bretagne. Et donc, je suis revenu en Loire-Atlantique et j'ai été embauché chez Naval Group. Et là, finalement, j'atteins le boulot quasiment espéré, puisque dans mon département, il y a à peu près tout ce qui est possible au niveau ingénierie électrique, c'est-à-dire qu'on fait de l'électrique, des calculs en lien avec de l'électricité, mais on fait aussi beaucoup de programmation, on fait beaucoup de simulation, et puis aussi, on fait des études qu'on appelle fonctionnelles, alors ça vous dira peut-être pas grand-chose, mais avec des architectes, il y aura ma collègue tout à l'heure qui en parlera, on pense et on définit comment va fonctionner le sous-marin. Alors, ça ne se fait pas tout seul pour une personne, hein, le travail est découpé. Et nous, on essaye de mettre en musique les grandes idées de nos grands architectes, que Marianne nous présentera tout à l'heure. Voilà. Et alors, pareil, pourquoi c'est super finalement, autre que dans votre département, il y a plein de choses à faire et qui correspondent à vos centres d'intérêt. Pourquoi effectivement c'est un super terrain de jeu finalement? Pourquoi c'est un super terrain de jeu? Et ça répondra peut-être à une question qu'il y a après. C'est moi ce qui m'anime et donc ce que j'aime, c'est vraiment voir les choses concrètement avancer. Et dans l'industrie, comme l'a parlé tout à l'heure Baptiste, surtout sur le site de Nantes, on a un site de production à côté, donc on voit au jour le jour ce qu'on produit et les équipements, les morceaux de sous-marins qui se montent petit à petit. Et donc, on a vraiment une vue concrète de ce qu'on fait. Et il y a toujours des imprévus. Donc, vous avez vu avec mon parcours, je bouge un peu tout le temps. J'ai du mal à rester en place, même là sur le plateau. Hein. Et donc, on a toujours besoin d'aller sur le terrain et faire avancer les choses. Et moi, c'est ce qui m'anime. Et parler, et discuter avec tout le monde. Voilà. Pour résoudre les problèmes. Mais je ne peux pas résoudre tous les problèmes. Parce que là, je suis responsable d'un département, il y a 90 personnes, mais il y a des collaborateurs et des gens qui peuvent aider. Et moi, mon boulot, c'est aussi de trouver la personne qui peut résoudre les problèmes ou proposer des solutions d'amélioration.
Et alors, comme vous êtes toujours dans une dynamique, où est-ce que, quelles sont les évolutions que vous voyez pour votre poste dans les années prochaines? Pour mon poste, alors, on peut toujours vouloir être chef à la place du chef. C'est la progression que tout le monde a en tête, mais c'est pas forcément la mienne. On peut aussi faire des pas de côté. C'est comme le disait tout à l'heure Véronique, Naval Group, c'est un grand groupe, offre la possibilité de faire plein d'autres choses. C'est vrai dans plein d'autres groupes. J'ai fait, comme je vous ai parlé tout à l'heure, de la gestion de projet sur des projets à l'étranger. Je pourrais repartir là-dessus. Donc, quitter un petit peu l'humain hiérarchique, puisque là, aujourd'hui, j'ai des gens, je suis responsable hiérarchiquement d'eux, donc responsable de leur santé, sécurité au travail, mais aussi responsable de leur donner des activités intéressantes et les aider dans leur développement. Mais je pourrais très bien revenir sur vraiment un projet, quelque chose d'innovation, voire changer de site. Voilà. Donc, ce qui est bien, c'est que finalement, dans vos postes, il n'y a pas un périmètre, on va dire, statique. En fait, vous en faites aussi, vous, quelque part, un petit peu ce que oui, vous voilà, voulez, c'est ça. dans le Donc sens ça, où vous n'êtes effectivement, pas limité, quoi. Effectivement, c'est vrai. Quand on reçoit un poste d'ingénieur, donc ça, c'est bien pour tous les jeunes qui n'ont pas encore vraiment connu et rentré dans le monde du travail. Le poste, bon voilà, il y a un chef qui nous dit ce qu'on doit faire, mais c'est à nous aussi de créer le poste et de définir ce qu'on veut faire, ce qu'on sait bien faire et ce qu'on sait mieux faire. Le chef, il sait pas tout. Et c'est en étant sur le terrain que soi-même, on doit se prendre en main et aussi, du coup, faire... alors voilà, il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi, on se fait recadrer. Clair. Mais on a tous un degré de liberté, d'autant plus maintenant qu'on n'est plus militaire. Donc on a quand même un degré de liberté et on peut toujours être force de proposition. Ce qui veut dire qu'il y a de la place pour l'initiative, la créativité, l'innovation, quand on sent qu'on porte des projets qu'on a envie de déployer, en tout cas. Exactement, et en particulier dans mon domaine qui est moins, parce que même si je fais on fait le contrôle-commande de chaufferie ou d'appareils propulsifs militaires, on a quand même un certain nombre de degrés de liberté sur des propositions d'amélioration. On travaille avec les marins, avec des clients, on doit leur donner des interfaces plus faciles. On a beaucoup de possibilités pour améliorer le fonctionnement et quand même avoir de la créativité. Et alors du coup, quel message vous adresseriez à nos jeunes pour qu'ils fassent un petit peu comme vous et suivent un petit peu les chemins qui conduisent à l'industrie? Alors, le message, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter aux échecs. Alors, je ne vous ai pas dit le nombre de fois que j'ai redoublé, mais j'ai redoublé ma prépa, j'ai redoublé aussi avant le bac. Hein. Donc, voilà, donc j'ai jamais été forcément le meilleur de la classe, mais après, avec le recul, pourquoi j'ai eu ce parcours-là? C'est parce que j'étais pas prêt pour les étapes d'après. En fait, il faut vraiment que vous preniez le temps, même si bon, il y a le stress, Parcoursup, je sais de quoi je parle. Ma fille est en première année de fac et mon fiston passe le bac. Donc il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de pression des parents. Et ce qui est important, c'est vous. C'est-à-dire ce que vous aimez vraiment, et vous, qu'est-ce qui vous anime. En fait, faut travailler par élimination. Hein, on dit ce qu'on ne veut pas faire, et finalement, il y a des solutions qui s'offrent à nous. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Merci. Jérôme. Et du coup, on va accueillir votre collègue, Chef une des femme, voilà, qui va aussi illustrer les métiers d'ingénieur. Donc, bonjour Marianne. Bonjour. Alors, je vous laisse vous présenter déjà aussi, comme tout le monde, votre parcours et ensuite votre métier. Très bien. Bonjour à tous. Déjà, merci de m'accueillir. Je suis très contente d'être là. Donc, Marianne, une quarantaine d'années, 3 enfants, et je travaille depuis 5-6 ans chez Naval Group. Alors, mon parcours, assez classique parce que je ne savais absolument pas ce que je voulais faire. C'est très bien de le dire. Et je suis toujours pas très sûre de savoir ce que je veux faire. Mais ça me plaît beaucoup, en tout cas. C'est l'essentiel. Quand je remonte déjà au collège-lycée, en fait, petite, ça se passait bien, donc je travaillais pas. Et j'avais pas appris à travailler. Et à un moment donné, on finit toujours par atteindre les limites du non-travail. Donc, en seconde, on m'orientait plutôt vers une filière littéraire. Et Jérôme le disait, c'est bien parfois de savoir ce qu'on veut pas faire. Et je me suis dit, oh là là, je veux absolument pas aller là. Donc, je me suis un peu battue pour aller dans la filière scientifique et je me suis mise à travailler. Ça a porté ses fruits. Ne sachant toujours pas ce que je voulais faire et ayant peur de l'échec, je suis pas allée en médecine parce que je voulais pas me planter au bout de la première année. À l'époque, on se plantait souvent à la première année. Et là, un peu une autre leçon. C'est dommage de faire des choix parce qu'on a peur
En fait, il faut y aller. Hein. Au pire, on se plante, mais ça, on l'apprend avec le temps. Et donc, je suis allée en classe prépa, et la classe prépa a été difficile. C'était quand même pas des années hyper fun. Mais au final, ça a payé, ça s'est bien passé, et j'ai intégré l'école polytechnique. Alors, l'école polytechnique, une forme de grand repos, et puis cette phase un petit peu où aussi on découvre le monde de la défense. Et ne sachant toujours pas ce que je voulais faire, finalement, j'ai plutôt choisi un secteur qui avait du sens, et je voulais faire du nucléaire civil parce que le nucléaire, ça produit de l'énergie sans émission de gaz à effet de serre. Et finalement, on pourrait penser que le nucléaire, c'est un métier, mais pas du tout. Hein. Le nucléaire, c'est un secteur industriel, comme plein d'autres secteurs industriels, dans lequel on retrouve tous les métiers. Et ça, c'est génial parce que quand on va dans un secteur, le secteur naval, le secteur de la défense, le secteur nucléaire, finalement, le panel de métiers qui s'ouvre à nous est gigantesque et on peut évoluer tout au long. Et il y a un sens parce que finalement, via ce secteur, on trouve un sens à son travail. Donc, j'ai démarré une première partie de carrière dans le nucléaire civil chez une société qui s'appelait Areva et qui maintenant s'appelle Framatome et Orano. Et donc, j'ai été dans les deux sociétés à la fois dans un parcours international puisque j'ai travaillé aux États-Unis et en France. Et c'est finalement par ce biais-là que j'ai découvert ce qu'est vraiment l'industrie. Je m'en étais pas vraiment rendu compte, je ne savais pas. Et je me suis rendu compte que mon appétence, elle allait vers finalement être dans une entité, sur un site, un lieu qui fabrique quelque chose et où on voit ces choses sortir, être fabriquées, sortir de terre, être exploitées, tourner. Donc des usines de retraitement de combustible usé, de fabrication de gaines de combustible et autres. Et au bout d'un certain temps, j'étais dans une phase de changement de poste, comme ça arrive souvent dans les grands groupes, il y a beaucoup d'opportunités. Et donc je me suis dit, tiens, puisque là je vais changer de poste et qu'il est temps, je vais en profiter pour voir un petit peu ce qui se passe autour de moi. Entre-temps, j'avais eu des enfants et un peu moins l'appétence à cette phase-là de ma vie de faire des mobilités géographiques, c'est ce que j'avais beaucoup fait à un moment donné. Et donc, dans le secteur, il y avait Naval Group à Nantes-Indrette qui travaillait aussi, surprise et top, dans le secteur du nucléaire, nucléaire de défense. Alors, pour la petite histoire, et c'est pour ça qu'il faut jamais dire jamais, en sortie d'école, j'avais eu l'opportunité d'aller travailler dans ce qu'on appelle la DGA, qui en fait est l'entité de l'État militaire qui définit les politiques et les définitions de tous les moyens pour les armées. La Direction générale des armées. La direction de l'armement, voilà, générale de l'armement. Et je m'étais dit, mais jamais de la vie, je veux pas aller là-dedans, moi je veux pas faire des armes. Et puis finalement j'ai grandi parce qu'on grandit toute la vie et la vision sur le monde, sur aussi ce qui est important pour soi évolue. Et aujourd'hui, moi je trouve un vrai sens à travailler dans le secteur de la défense parce que je pense que c'est extrêmement important pour nos valeurs démocratiques. Et ça, c'est quelque chose qui est finalement très personnel et ce qui peut être vrai à un moment donné n'est pas forcément toute la vie. Donc j'ai rejoint Naval Group sur un poste vraiment plutôt technique parce qu'on fabrique des produits mais de dingue. Enfin, c'est juste complètement génial. Et j'ai évolué vers un poste de management que je dirais vraiment d'équipe à la fois technique et de production, puisqu'on travaille sur l'architecture, c'est-à-dire la conception des systèmes propulsifs. Un système propulsif, c'est quelque chose qui fait avancer un bateau. Et un bateau, chez nous, il peut être sous l'eau, en sous-marin ou sur l'eau. Et sur les essais, et les essais, c'est quelque chose qui est très terrain, parce qu'avant d'envoyer quelque chose entre les mains de nos marins, on s'assure qu'il fonctionne bien. Alors, une autre question qui répond en partie à des éléments de réponse que vous avez donnés dans votre présentation. Vous avez dit que vous aviez 3 enfants. Souvent, nous avons des jeunes filles qui nous écoutent et qui, quand on leur parle d'industrie, vont nous demander, mais est-ce que c'est conciliable un métier dans l'industrie avec une vie de famille? Alors, on ne devrait même plus dire ça aujourd'hui, parce que les hommes sont confrontés exactement à la même chose, parce qu'ils sont aussi papas, mais néanmoins, ce sont souvent des questions qui nous arrivent. Donc, moi, je vous la pose déjà. Comment vous faites? Parce que c'est quand même un poste où vous êtes quand même très engagé, très impliqué pour faire des choses assez extraordinaires quand même. Et en même temps, vous avez aussi votre vie de famille. Comment vous faites effectivement pour pouvoir concilier les deux sans problème? Tout à fait. Alors, il ne faut pas confondre poste et secteur. On peut travailler dans l'industrie sur plein de postes différents. C'est vrai pour les hommes comme pour les femmes. À différents moments de la carrière, on peut s'orienter vers des postes qui vont être peut-être plus prenants en termes de déplacement. Ça va dépendre aussi des équilibres qu'on veut trouver, peut-être plus prenant en termes d'amplitude horaire, de stress ou autre. Et justement, c'est la force d'être dans des domaines comme ça, c'est que finalement, on développe un panel de compétences qui permet au cours de l'existence et de la vie d'adapter son poste à son équilibre vie pro, vie perso. En parlant des hommes,
Nous, on a une moyenne d'âge qui finalement est plutôt jeune sur le site de Nantes-Indrette. Donc, il y a énormément de jeunes papas dans les équipes. Moi, j'ai compté jusqu'à 10% de congés paternité cette année. Et avant, ça se voyait assez peu et on le voit de plus en plus. C'est parce qu'ils les prennent aussi. Et on voit on voit les congés paternité, mais on voit aussi la transition et comment les papas, comme les mamans avant, s'adaptent et changent leur manière de travailler après l'arrivée d'un plusieurs enfants. La valeur temps, la valeur efficacité devient un petit peu différente. Donc ça, c'est vraiment chouette de voir finalement tout le monde qui porte cette transition. Moi, j'ai toujours su que je voulais en tout cas avoir un équilibre personnel très fort et je me fixe des règles vraiment d'heure à laquelle je vais être rentrée chez moi le soir. D'avoir un peu travaillé aux États-Unis, ça m'a beaucoup aidé dans ce sens-là parce que c'est quelque chose qui est très bien perçu là-bas. C'est mieux perçu de rentrer tôt chez soi le soir pour s'occuper de sa famille que de rester tard pour faire du présentéisme. Et vraiment, on évolue dans cette direction et c'est complètement compatible. C'est clair. Et puis d'ailleurs, je fais une petite parenthèse parce que dans d'autres pays autres que la France, rester tard au bureau, c'est généralement considéré comme quelqu'un qui est mal organisé parce que du coup, il doit prendre plus de temps et finir tard. Alors qu'en France, en général, on s'est bien vu quand on reste tard au bureau. Mais comme quoi, nous sommes un peu culturellement les seuls un peu à penser comme ça. Donc c'est vrai que quand on finit tôt, c'est qu'on a aussi la capacité à mieux gérer son travail, à être efficace en moins de temps. Donc les métiers, en fait, s'y prêtent. Même dans l'industrie, on peut aussi concilier hommes-femmes, des carrières prenantes et inspirantes en jonglant aussi avec sa vie privée. Du coup, à travers votre parcours, à travers votre expérience professionnelle, qu'est-ce que vous diriez aux jeunes, mais aussi aux jeunes filles, du coup, particulièrement, pour leur dire de venir un peu plus dans nos métiers de l'industrie? Il y a vraiment la place pour tout le monde et moi, s'il y a quelque chose que j'aimais pas quand j'étais vraiment petite, c'était m'ennuyer. Ça me fait penser d'ailleurs à mes enfants qui passent leur temps à dire je m'ennuie, je sais pas quoi faire. Je suis sûre que ça va parler à beaucoup de gens. Et bien, ce qui est sûr, c'est qu'en fait, je ne m'ennuie absolument jamais. Et donc, si une de vos motivations ou une de vos envies, c'est de se dire j'aurai la liberté de pouvoir évoluer, de travailler sur des sujets absolument passionnants dans des domaines et des métiers qui vont pouvoir évoluer sans jamais m'ennuyer, en équipe, parce qu'il y a vraiment le sens du collectif, le sens de l'humain dans l'industrie. Ça, c'est important. Ça, c'est vraiment important. En fait, on ne peut rien faire tout seul. Il n'y a personne qui reste tout seul derrière son bureau ou derrière un PC ou derrière un atelier toute la journée. On est en permanence en interface, en équipe. Et donc, vraiment, il y a ce sens de l'humain, de la belle chose, du bel objet compliqué qu'on fabrique. Et surtout, on ne s'ennuie jamais. Donc, il y a vraiment la place pour tout le monde. Et il y a du sens également. Exactement. Merci beaucoup, Marianne. Et du coup, on va passer la parole donc à Aymeric Perrochot qui vient nous rejoindre. Avec plaisir. Et je ne resterai peut-être pas jusqu'au bout du. Il n'y a pas de souci. En tout cas, on est très contente. Et en tout cas, j'étais très contente d'être là. Partagez, Marianne. Merci beaucoup à vous. Merci, Marianne. Bonjour, Aymeric. Bonjour. Alors, Aymeric, toi, tu as la particularité d'être aussi étudiant à IMT Atlantique, mais également alternant chez Naval Group. Alors, tu vas nous en dire un petit peu plus. Alors, toi, dans ton parcours, tu y es encore, mais si tu remontes au collège, est-ce que tu savais déjà un petit peu quelle était ta trajectoire de formation ou pas du tout? Eh ben, pas du tout. Un petit peu. Du coup, je suis originaire de la région nantaise. Donc, j'ai fait mon école primaire à la ville de la Chevrolière, puis ensuite le collège. Collège, j'avais des facilités, j'arrivais dans toutes les matières à peu près, donc seconde générale. Ensuite, petit attrait pour les sciences physiques, donc bac S, première, terminale. Et ensuite, après, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire, donc j'hésitais, soit Sciences Po, soit une prépa. Je me disais que je pouvais continuer un peu avec toutes les sciences, donc avoir un petit background scientifique, donc classe préparatoire, PCSI, PC au lycée Clémenceau. Donc ensuite, concours aux grandes écoles. Donc j'ai passé le concours de l'école des concours Mines-Pont, le concours de l'école des mines. Et ensuite, j'ai intégré IMT Atlantique. Donc voilà, très bon choix. Donc ensuite, première année, c'est une année plutôt généraliste, donc où on découvre un peu tous les domaines. Donc on peut faire autant de l'électrique que de l'environnement, de l'automatisme. Donc voilà, moi j'avais une
un petit attrait pour l'énergie. Donc, il y a 2 spécialités qui sont proposées, transition énergétique et environnementale et le nucléaire. Donc, par un peu de chauvinisme, en France, on aime bien le nucléaire, donc je me suis orienté plus vers le domaine du nucléaire. On aime plus maintenant. Hein. Et on l'aime encore plus maintenant, ça c'est sûr. Donc, nucléaire en première année, nucléaire en deuxième année, donc l'année auquel je suis actuellement, donc en dernière année d'école d'ingénieur. Et on a la possibilité de faire notre parcours et notre dernière année en alternance, donc on appelle ça un contrat de professionnalisation. Et du coup, je fais mon alternance chez Naval Group, donc voilà, dans le service de Marianne, en plus. Donc voilà, très grande chance, juste à côté, donc c'est vraiment idéal. Tu m'as dit que tu étais ingénieur architecte. Alors j'ai plus architecte système. Architecte système. C'est ça. Alors ça correspond à quoi pour que ceux qui nous regardent aillent au-delà des mots et comprennent concrètement ce que tu fais? Alors bon, c'est un peu compliqué, mais en général, donc je travaille sur un sous-marin. Donc la conception d'un sous-marin et donc le site de Nantes-Adrette est spécialisé dans l'énergie propulsion. Donc globalement, on a la vapeur qui est produite dans la cuve et à partir de la cuve de l'espace chaufferie. Et ensuite, va dans le système énergie propulsion. Donc c'est là où on retrouve les turbines, les condenseurs, etc. Et du coup, moi, je travaille sur cette partie-là. Donc la conception, gérer les interfaces entre les différents systèmes, etc. Donc voilà, c'est globalement mon domaine sur lequel je travaille au sein du service. Alors j'imagine que tu n'es pas tout seul, parce que si tu es alternant, ça veut dire que tu es quand même un peu coaché, accompagné. Alors comment ça se passe et est-ce que tu sens justement cet accompagnement, cette transmission des compétences aussi, des savoir-faire pour aussi toi te monter un petit peu en qualification? Qu'est-ce que ça t'apporte au final, cette expérience de stage à ce poste-là? D'abord, je tiens à souligner qu'on est très bien accompagné chez Naval Group. Donc, c'est vraiment l'idéal. On a été très bien intégrés. Donc, personnellement, moi, je suis donc dans mon service, je côtoie plein de métiers différents. Je travaille dans une petite équipe, donc j'ai quelques référents. Donc, on est amené à faire des réunions chaque semaine pour m'accompagner, voir les différentes missions sur lesquelles je travaille, que je puisse un peu avoir plus de détails, parce que c'est vrai que quand on arrive dans un gros groupe. Ça fait combien de temps que tu intègres? Alors là, j'ai intégré depuis septembre, donc début septembre. D'accord. Donc, faut s'adapter au vocabulaire quand on arrive dans un grand groupe, etc. Donc, les premiers mois sont des mois d'acclimatation. Puis là, je rentre plutôt dans une deuxième phase où je commence à réellement travailler sur mes missions, les prendre en main, connaître plein de monde, tout l'environnement. Voilà. Donc, c'est vraiment dans cette phase-là où je suis actuellement. Et alors, est-ce que quand tu te projettes après ta diplomation, est-ce que c'est un secteur dans lequel tu veux rester? Alors, je dis rien pour Naval Group, mais est-ce que le secteur en lui-même est quelque chose finalement qui te plaît? Est-ce que tu es rentré dans un sous-marin, par exemple? Est-ce que tu t'es immergé dans cet environnement? Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier qui fait que tu te dis, mais c'est sûr, après mon diplôme, je reste dans ce secteur? Alors, je n'ai pas encore eu la chance de rentrer dans un sous-marin, mais je pense que ça va arriver cette année. Tu verras, voilà. C'est génial. Alors oui, donc si j'ai la possibilité de rester chez Naval Group, je pense que je resterai chez Naval Group. Bon, Véronique, elle a entendu. Mais c'est sûr, continuer dans le domaine de l'énergie et du nucléaire. Donc peut-être aller sur un parcours un peu plus civil, comme Maria, ou rester sur le nucléaire de défense. Donc, j'ai encore le temps. Hein. Je vais, en fonction des différentes opportunités, savoir si je fais une petite mobilité aussi ou si je reste sur la région nantaise. Donc, tout ça, ça va se décliner dans les mois et les années à venir. Bon, et tu confirmes, comme Marianne l'a dit, tu sens le collectif quand même, le fait de pouvoir avoir quelquefois une vision un petit peu transverse de tes activités en communiquant avec les différents services. Ça, tu le sens par rapport juste à ton expérience d'étudiant à l'école où il peut y avoir du collaboratif aussi, mais dans le monde du travail, tu sens que c'est bien présent et c'est quelque chose qui te plaît particulièrement? Oui, complètement. Et c'est Jérôme qui le disait, je crois. Quand nous, on est amené en tant qu'ingénieur à travailler dans les bureaux, mais on peut très bien aussi aller, on a cette chance-là à Andrette, d'aller dans les bâtiments, rencontrer les techniciens, les opérateurs, pouvoir discuter avec eux. Donc, on a vraiment la chance d'avoir sur ce site-là
tant les bureaux d'architectes Ouais. système, donc, et aussi les opérateurs et la prod qui est vraiment présente aussi. Donc oui, c'est Donc, très bien accompagné. c'est ce qui est bien, c'est-à-dire que les ingénieurs ne sont pas d'un côté, les opérationnels de l'autre. Il y a quand même des Il y passerelles a de tout le temps des communication. échanges. Ouais. Ouais, c'est Et ça même qui- on est amené Mm. aussi à discuter avec eux sur sur plein de missions, Ouais. à discuter avec eux, à échanger avec eux, parce que c'est eux qui ont le retour d'expérience technique Bah, c'est que clair. nous on n'a pas. Ouais. Et donc c'est même Indispensable. indispensable. C'est ça. Ouais, c'est clair. Un dernier message peut-être pour les jeunes qui nous écoutent. Toi, tu es aussi jeune, hein. Donc finalement, ils sont un peu au carrefour, comme toi, tu l'étais il y a très peu de temps, d'une orientation. Parcoursup, c'est le mois de décembre que ça va ouvrir, donc dans pas trop longtemps non plus. Donc voilà, en général, ces émissions servent aussi à donner quelques petites informations préalables et puis surtout dans la masse d'informations auxquelles ils sont souvent confrontés. Pourquoi il faudrait que dans leur choix, il y ait ces choix vers des filières qui conduisent aux enseignements scientifiques, techniques, mais aussi au métier de l'industrie pour toi? Alors pour moi, il y a plusieurs choses. D'abord, premièrement, on est dans une phase où on a nombreux défis à relever, que ce soit de la C'est clair. transition énergétique environnementale, tout le numérique qui prend une importance phénoménale. Donc, pour toutes ces raisons-là, le choix d'un domaine de l'industrie est un bon choix. Et je pense aussi qu'il ne faut pas se fermer de porte. Et tester, expérimenter plusieurs choses. Et de toute façon, il y aura toujours des passerelles possibles. On voit même nous dans notre école des gens qui viennent d'un peu partout. Et donc voilà, ne vraiment pas hésiter, ne pas se fermer de porte, pas avoir peur de l'échec. On arrive toujours à retomber sur ses pieds et à trouver quelque chose qui nous plaît. Et je pense que c'est ça le plus intéressant. Eh ben, c'est parfait. Merci beaucoup pour Merci ton témoignage, Émeric. Et on va donner la parole à Lucas Scacni, qui lui aussi est passé par cette école, fraîchement Martine. diplômé. Bonjour à tous. Voilà. Donc, et futur ingénieur chez MBDA, on reste dans le secteur de la défense. C'est ça. Voilà. Donc, tu vas nous en dire un petit peu plus. Alors, toi, c'est quoi ton parcours? Alors moi, je viens de Vendée, donc pas très loin de Nantes finalement. Au collège, je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Je faisais surtout beaucoup de sport. C'est ce qui m'intéressait vraiment à l'école, le sport. Au lycée, ne changeons toujours pas, lycée général. Je choisis de faire un bac S, option SI, donc option sciences de l'ingénieur. Donc déjà, j'avais une petite idée du métier derrière que je voulais atteindre. Arrivé au bac, j'ai choisi la classe prépa. Pourquoi? Parce que je me sentais pas assez mature pour aller à l'université, parce qu'à l'université c'est quand même beaucoup d'autonomie à laisser aux étudiants, alors que la prépa finalement c'est encadré, c'est un lycée amélioré, hein. On va en cours de 8h à 17h et voilà, on est dans une salle de classe avec un professeur qui parle. Donc en prépa scientifique, je passe mes concours, j'arrive à IMT Atlantique donc à la rentrée de septembre 2019. Donc à IMT Atlantique, je suis une première année ici encore de tronc commun, donc toujours pas de spécialisation. Je sais toujours pas vraiment vers quel métier m'orienter, si ce n'est que là c'est assez certain que je finirai ingénieur. C'est sûr. Il y a de fortes chances. Oui. En deuxième année, je choisis une option en automatique. Donc l'automatique, c'est ce qui va, c'est concevoir comment les systèmes vont bouger, donc les systèmes dynamiques. Donc l'exemple facile, c'est une voiture autonome, concevoir quelles sont les lois de commande qui font que la voiture va pouvoir freiner, va pouvoir accélérer, prendre un virage de façon précise sans faire une sortie de route. Donc suite à cette option, je fais un premier stage à Naval Group, donc sur le site de Nantes-Indrette, donc spécialisé en énergie propulsion. Donc ce qui est assez drôle, c'est que j'étais dans le département à Jérôme. Ah, en plus. Mais on s'est pas concerté pour que je vienne. Le hasard finalement. Le hasard, exactement. Donc durant ce stage, j'étais chargé de faire de la simulation. Voilà, c'était développer une méthode de simulation qui se rapproche de ce qui est embarqué sur les navires. Donc après ce stage, je reviens à l'école pour effectuer ma 3e année. Je pars à l'étranger à l'Université Polytechnique de Varsovie, donc pour faire de la mécatronique. Donc la mécatronique, c'est comme le nom l'indique, c'est un peu de mécanique et un peu d'électronique. Donc ce que j'aime bien dire, c'est que on est bon en tout, mais meilleur en rien, parce qu'on a vraiment une vision large, un panel finalement assez technique
est assez large de compétences, mais on n'est pas super spécialisé. Donc là encore, j'ai toujours pas fait mon choix. Et suite à cette 3e année, je reviens en France et je retourne chez Naval Group. Donc cette fois-ci, pas sur le site d'Indret à Nantes, mais sur le site de Lioul, donc dans le Var, dans le sud de la France, au bord de la Méditerranée. C'est autre chose. Oui, pour passer l'été, c'est vraiment pas mal. Ah, ça tombe bien. Donc le site de Lioul est spécialisé et fait partie de la direction système de mission de combat. Donc là, j'étais chargé de faire les études amont d'un équipement. Donc si on imagine un équipement, n'importe lequel, son cycle de vie, vraiment là on est au tout début de son cycle de vie, c'est-à-dire penser aux besoins, à quels besoins va répondre l'équipement, quelles sont les fonctionnalités que va devoir avoir cet équipement, avec quel autre système déjà existant il va devoir s'interfacer, à devoir s'intégrer. Donc vraiment c'était un peu en rupture par rapport à ce que j'avais fait jusque-là, mais ça m'a plu et je pense que comme tout projet industriel, on doit passer par cette phase-là, on doit savoir spécifier des fonctions d'un équipement pour, si on sait ce qu'on veut faire, ce sera toujours plus facile ensuite pour le réaliser. Donc voilà, je finis mon stage, c'était il y a 2 mois, j'ai eu mon diplôme, voilà, la cérémonie de diplomation est dans 2 semaines, et malheureusement, je ne continue pas chez Naval Group, voilà, ça reste des stages de formation, c'est pas, on choisit pas notre entreprise lorsqu'on va en stage, et je reste dans l'industrie de l'industrie de la défense, exactement, en allant chez MBDA, un autre grand groupe français de la défense. Et alors, est-ce que tu dirais que malgré tout, ces 2 stages ont quand même contribué à te donner un petit peu le goût de ces métiers-là, avec cette orientation défense qui est quand même très, très, très forte, et finalement qui ont motivé aussi peut-être le fait de rejoindre une autre grande entreprise de ce secteur? Alors, ça t'a permis de te dire, ce qu'on fait, ça me plaît, quoi. C'est là-dedans que je veux quand même rester et mettre en œuvre mes compétences. Le monde de l'industrie, ça fait un petit moment que j'ai cette idée d'y aller parce que dans l'industrie, il y a toujours un produit derrière, il y a toujours quelque chose de concret, quelque chose que l'on peut toucher. Et c'est vraiment ce qui m'intéressait, c'est d'avoir un produit derrière, quelque chose, s'imaginer que je travaille pour qu'au final, ce produit existe sur le marché. Et la défense, oui, c'est totalement grâce à mes stages à Naval Group que je me suis orienté vers ce secteur-là. Voilà, c'est au fur et à mesure d'y être intégré, voilà, on y prend goût, on développe, on s'y intéresse également. Voilà, défense au niveau français, au niveau international, on se rend compte que c'est très très ancré avec la géopolitique et les enjeux d'aujourd'hui. Et voilà, donc c'est aussi ce qui a consolidé mon choix. Très bien. Et je retiens comme Marianne le goût du concret, le goût du faire et de comprendre effectivement que ce sur quoi on travaille, ça finit par une réalisation concrète. Et je pense que quand on a le goût de l'industrie, on a peut-être le goût de cette logique finalement de conception et de fabrication et de réalisation. Donc ça, c'est important. Qu'est-ce que tu dirais pour conclure à ceux et celles qui nous regardent et qui, voilà, là aussi, il y avait un commentaire dans le chat qui disait « mais c'est bien parce que personne ne savait en majorité ce qu'il voulait faire quand il était très jeune. Donc ça rassure parce que vous avez des très bons postes, des très belles fonctions et des très bons métiers. Donc ça rassure aussi tous ceux et celles qui se disent « j'ai aucune idée de ce que je veux faire ». Mais du coup, je pense que voilà, quel conseil quand même, parce qu'il y a une désaffection qu'on sent quand même vers les filières scientifiques et techniques. Qu'est-ce que tu pourrais, toi, dire vers ces filières métiers qui, avec les dernières réformes, semblent être un peu délaissées dans le choix des lycéens? Pourquoi y aller quand même? Alors, pourquoi aller vers les métiers de l'industrie? Parce qu'on peut y aller vraiment par plein de manières différentes. On a vraiment tous des profils majoritairement ingénieurs. Ici, on a pour certains fait prépa, pour d'autres intégré directement l'école. Mais vraiment, l'industrie, on peut y accéder en ayant passé par la fac, par un DUT, par un BTS. Vraiment, c'est assez large. Et même l'école d'ingénieur, il y a plein de possibilités. On peut avoir fait un DUT et après, il y a des passerelles. On peut commencer l'école d'ingénieur en première année et y passer ses 5 ans via une prépa intégrée. On peut aussi faire la voie classique, mais qui ne l'est plus tellement, de prépa, concours, puis école. C'est la voie de l'apprentissage aussi. Aussi, la voie de l'apprentissage, donc avec la moitié du temps passé en entreprise et la moitié du temps passé
en cours. Et vraiment aussi, un autre conseil, c'est n'ayez pas peur de déranger. Voilà, si quand vous êtes débutant, quand vous commencez, n'ayez pas peur de déranger. Les gens qui sont autour de vous, qui vous entourent, seront toujours de bons conseils. N'ayez pas peur de demander, d'aller vers eux, parce que ils vous encourageront toujours et ils vous donneront toujours des résultats ou des informations ou des pistes pour que vous atteigniez vos résultats. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, Lucas, pour ton témoignage. Et on va accueillir une autre personne d'IMT Atlantique, mais là, on va passer du côté des enseignants en accueillant donc Valéria Borodine. Bonjour Valéria. Bonjour à tous. Alors Valéria, donc vous êtes enseignante-chercheur ici à IMT Atlantique. Donc je vous laisse, comme tout le monde, un petit peu présenter votre parcours et nous dire comment finalement vous êtes aussi arrivez-vous à IMT Atlantique en tant qu'enseignante. Oui, merci beaucoup Martine, merci pour cette invitation et merci. Bonjour à tous. Effectivement, je m'appelle Valéria Borodine, je suis maître assistante à l'IMT Atlantique depuis septembre 2023. Donc ici, en tout cas, j'exerce des missions d'enseignante-chercheuse. Je suis également responsable d'un master qui porte sur l'optimisation et le management des chaînes logistiques. Et avant d'intégrer IMT Atlantique, j'ai exercé les mêmes missions à l'école des mines de Saint-Étienne, une autre école de groupe IMT, tout à fait. Oui, effectivement, où j'intervenais principalement dans des cours liés à computer science, algorithmique, programmation, des aspects un peu plus liés à l'informatique et microélectronique, placés dans un contexte microélectronique. Donc voilà, un petit résumé de mon parcours. Eh ben, très bien, merci Valéria. Et en même temps, alors vous avez une casquette forte sur tout ce qui est industrie, puisque vous êtes passée aussi par l'école des mines de Saint-Étienne, qui est très fortement aussi orientée industrie. Qu'est-ce que vous, dans vos enseignements, finalement, vous transmettez à vos élèves pour essayer justement de leur donner aussi le goût des métiers de l'industrie, en sachant qu'ils sont dans leur formation pas mal programmés pour intégrer les secteurs industriels, mais parfois, voilà, il y a de l'évaporation et on les perd un petit peu dans d'autres trajectoires professionnelles. Comment vous œuvrez pour transmettre un petit peu la passion que vous avez, vous, pour l'industrie, pour qu'ils aient la même, du coup? C'est un sacré challenge. Oui, c'est ça, effectivement. Donc, on commence bien sûr à présenter aux élèves la différente panoplie des outils, de leur montrer un peu la diversité des bases que nous, on peut proposer. Souvent, ça se fait dans un tronc commun. On essaie de découvrir les disciplines fondamentales pour ensuite leur proposer des projets, souvent qui sont inspirés du monde industriel réel. Donc, pour élaborer ces projets, on sollicite nos partenaires industriels pour ensemble avec eux définir des sujets qui soient suffisamment complexes, transdisciplinaires, pour leur montrer qu'effectivement, pour répondre actuellement aux problèmes qu'on peut rencontrer dans le monde industriel, ce n'est pas suffisant d'être expert dans un seul domaine, mais il faut effectivement essayer de voir comment on peut modéliser et faire face à des challenges, à des aspects complexes, pour ensuite pouvoir apporter des solutions et créer les liens entre les différentes disciplines pour pouvoir donner des solutions qui soient pas uniquement d'un point de vue KPI classique intéressantes, mais également que ce soit pertinent à un horizon de temps plus long. Absolument. Et alors du coup, vous, concrètement, comment vous les exposez aussi à travers les différentes modalités pédagogiques qui sont déployées dans vos cours à cet univers industriel et au métier? Alors, on a vu qu'il y a des stages qui sont programmés, donc ça, c'est déjà idéal pour leur faire comprendre ce que sont exactement ces métiers. Mais vous, est-ce qu'il y a des projets en particulier qui sont en lien avec des entreprises industrielles? Comment vous les exposez plus à cet univers? Oui, effectivement. Donc, on a plusieurs exercices pédagogiques à ce sujet-là pour effectivement les aider à ancrer les bases et les disciplines fondamentales à travers différents projets. Et donc, on alterne avec des projets industriels posés par les industriels. Donc, nous, les enseignants-chercheurs, donc nous, on participe avec la dimension plus méthodologie, approche, on les guide dans la définition du problème industriel, on essaie de leur apporter des éléments et éventuellement les mettre en relation avec différents experts au sein de l'école. Et donc, ça peut se faire sous forme de différents projets de durée différente. Donc, on a des projets qui peuvent durer un semestre, des projets courts qui sont plus orientés recherche et développement, en particulier en troisième année, là où les élèves
sont suffisamment matures pour conduire une réflexion en profondeur, construire des objets intellectuels plus importants. Ouais. Et voilà. Donc, les formats sont variés et donc on essaie d'alterner entre des projets long terme, projets court terme et tout cela imbriqué avec des cours et des TP, TD. Donc, voilà, et vous confirmez tous les trois que vous avez été concernés par ces différents projets également. Très bien. Et ça a nourri, ça a participé à nourrir aussi chez chacun de vous trois un petit peu ce goût vers l'industrie. Baptiste, par exemple. Vers l'industrie, et je dirais aussi, ça permet aussi de se confronter à la dimension management, je pense, gestion de projet. C'est cette dimension-là qui est fortement présente dans les différents parcours que nous on propose. En effet, les projets qu'on peut avoir en école, c'est finalement les premiers projets sur lesquels on peut travailler, sur lesquels on peut animer une micro-équipe. Hein, donc, on n'a pas 40 personnes, on a 2 ou 3. Ouais. Et ça permet de travailler sur son organisation, sur son pilotage de projet, tout en ayant la partie technique sur laquelle développer le projet. Et toi, ça t'a enrichi, tu as senti que c'était quelque chose que tu avais envie de retrouver ensuite aussi dans une déclinaison professionnelle, hein? Complètement, c'est quelque chose qui attire. Enfin, moi, personnellement, j'aime pas rester derrière un bureau tout seul, derrière mon ordinateur, à faire plein de choses dans le détail. Je préfère avoir justement cette approche d'ensemble. Ouais. Collaborative aussi. Collaborative, aller sur le terrain, discuter avec les gens. Et clairement, c'est ce qui a participé en partie à mon choix pour la suite. Donc, c'est une bonne approche, Valéria, qu'il faut continuer, je pense, aussi à développer. Alors, effectivement, on essaie de leur présenter la panoplie déjà, la vue, c'est ça, diverger d'abord et ensuite converger vers en ancrant les différentes notions et approches qu'on leur présente. Et après, j'imagine, tout comme cette école a un partenariat avec Naval Group, que vous aussi, en tant qu'enseignant-chercheur, vous êtes embarqué aussi dans des projets, des collaborations avec des entreprises qui peuvent être autant d'occasions pour un peu exposer un peu plus vos étudiants avec ces entreprises pour chaque fois un petit peu leur faire connaître ces dimensions-là. Alors après, c'est vrai que des écoles d'ingénieurs en général, comme les nôtres, elles sont de toute façon très fortement en lien avec les entreprises, mais je pense que c'est important aussi pour les autres enseignants qui soient en université ou ailleurs de multiplier aussi peut-être comme vous les initiatives en direction des entreprises pour justement faire mieux comprendre et connaître ces métiers qui, si on ne va pas les trouver, forcément, dans notre environnement habituel, on ne se pose pas forcément la question quand on achète une paire de baskets ou autre, que derrière, il y a une usine qui les fabrique. Voilà, tous ces process finalement manufacturiers ne sont pas aussi évidents que ça, parce que je pense qu'on a peut-être perdu entre-temps une culture industrielle, mais que vous contribuez tout à fait. Effectivement, oui, effectivement, je dirais un peu plus. Nous, actuellement, nous vivons dans un contexte historique très intéressant qui pose beaucoup de défis, et ces défis-là font émerger différents problèmes qui sont complexes, qui ont différentes dimensions et qui nécessitent des solutions originales, et donc qui nous incitent aussi à voir les industriels, le monde industriel qui nous offre une large gamme des problèmes divers et variés, très intéressants, très captivants, et pour les chercheurs, donc ils ont un terrain vaste pour s'épanouir et trouver des solutions. Donc pour être challenger, ce que d'habitude les chercheurs ils aiment. C'est clair. Et alors vous, en tant justement qu'enseignante, qu'est-ce que vous préconisez dans finalement l'évolution de vos modalités d'apprentissage, parce qu'on voit que la génération Z, dont fait partie particulièrement Émeric, c'est une et puis peut-être comme aussi ceux de nos internautes qui nous regardent, on s'interroge beaucoup. Ils n'ont pas forcément des comportements traditionnels, puisque eux sont nés avec tout un environnement numérique qui change aussi la manière peut-être d'appréhender les différents enseignements. Donc vous qui les avez justement sur des longs temps d'apprentissage, ça vous oblige aussi peut-être à revoir ces modalités d'apprentissage. On parle beaucoup de la concentration, vous le voyez peut-être vous aussi au quotidien. Donc, comment ça vous oblige à repenser un petit peu pour être plus efficace et pour continuer quand même à les stimuler et à les intéresser?
Oui, effectivement, c'est une question très intéressante, très urgente d'ailleurs, et donc elle pose effectivement, donc vous avez mentionné les déficits attentionnels. Effectivement, on est tous actuellement entourés de différents outils digitaux qui nous font se focaliser en même temps, qui nous déterminent à se focaliser en même temps sur plusieurs tâches, ce qui nous disperse d'ailleurs. Et donc, une des recommandations majeures, préconisations que je pourrais éventuellement donner aux futurs élèves ou éventuellement à nos élèves courants, c'est de se donner le temps et de construire des objets complexes, de donner le temps à construire toutes les dimensions intellectuelles autour d'un objet pour pouvoir comprendre et commencer à prendre du plaisir, de la profondeur, de la complexité associée à la complexité des problèmes auxquels actuellement nous on se confronte. Donc ça, c'est quelque chose de super important, donc de se donner le temps et l'espace pour pouvoir le faire, pour pouvoir construire et ensuite de voir toute pour vraiment se construire tout ça, pour voir la beauté de la complexité et pour être incité ensuite à apporter des solutions originales. Donc revenir un peu à du slow time, petit temps de pause pour lutter un peu contre cet effet d'accélération technologique dans laquelle nous sommes. Oui. Ça, et alors, dernier conseil pour ceux qui nous regardent, pourquoi finalement choisir des études scientifiques et pourquoi venir en école d'ingénieur? Parce qu'ils vont s'éclater, ça c'est sûr. Donc nous, et en particulier, comme je l'ai dit précédemment, le monde actuellement industriel, donc il devient super captivant. Il pose de nombreux problèmes, challenges. Il se confronte aux impératifs actuellement qui nous concernent tous. Et c'est aussi un chemin pour apporter des solutions et éventuellement résoudre les problèmes et se confronter aux problèmes globaux dont nous tous actuellement. Et être des acteurs des différentes transitions qui sont en cours actuellement. Acteurs et éventuellement héros, parce qu'on a besoin aussi, des héros pour faire face aux différents problèmes environnementaux, économiques aussi, sociétales aussi, qui sont actuellement posés par notre contexte historique. Eh ben, c'est un bel encouragement. Merci beaucoup, Valéria. Merci beaucoup. Et du coup, il est temps de passer aussi à nos invités de l'Éducation nationale. Et on va accueillir donc Gwenaëlle Carnot. Merci. Bonjour Gwenaëlle. Bonjour. Merci beaucoup d'être parmi nous. Donc vous êtes la référente académique auprès des campus des métiers et des qualifications, CMQ. Vous allez vous présenter et nous expliquer ce que sont ces CMQ. Tout à fait. Alors, moi, j'ai un parcours scientifique à la base, puisque j'ai un doctorat en sciences et j'ai fait quasiment la totalité de ma carrière dans les métiers de la formation. J'ai été enseignante dans le supérieur et dans la formation professionnelle. Et puis ensuite, j'ai évolué vers des postes de direction de centres de formation, que ce soit dans le privé ou dans le public. Et puisqu'on parle formation, je me suis aussi reformée par le biais de la formation continue pour avoir une double compétence par rapport à mon métier qui a évolué et donc pour avoir une formation dans la gestion, le management des administrations. Donc, j'ai fait un master ensuite à l'IAE 20 ans plus tard. Oui. Voilà. Il n'y a pas d'âge, finalement. Tout à fait. Voilà. Et depuis 7 ans, je travaille au rectorat de l'Académie de Nantes. Donc, j'ai été recrutée dans le cadre d'une création. C'était le premier campus des métiers et des qualifications sur l'Académie, sur la filière aéronautique. Donc, j'ai été recrutée pour être directrice opérationnelle de ce campus. Donc, on voit un doctorat en cosmétologie et 20 ans après dans l'aéronautique que les passerelles, même les grands écarts sont possibles. Aujourd'hui, il y a 8 campus maintenant sur l'académie, donc mon poste a évolué. Je travaille aujourd'hui plutôt dans la coordination et l'animation de ces 8 campus sur le territoire. Donc plutôt un poste maintenant de management, d'équipe et de coordinatrice et de gestion de projet. Tout à fait. Alors, que sont ces campus des métiers et des qualifications? Alors, il faut comprendre déjà que quand on parle de ces campus, on est sur des campus qui sont hors les murs. On n'est pas sur un campus physique comme ici ou un campus à l'américaine. On est sur des réseaux d'établissements. Donc, un campus, c'est un ensemble d'établissements de formation
mais aussi d'entreprises, de clusters, de fédérations professionnelles. C'est un écosystème voilà. sur une filière, exactement. Donc on en a 8 sur l'académie. Alors je les cite peut-être très brièvement. Donc c'est régional, mais il y a quand même un ancrage territorial qui est lié à l'activité sur le territoire. Donc il y a l'aéronautique avec un ancrage à Saint-Nazaire, il y a les métiers de la mode sur le Choletais, le bâtiment sur Nantes, le nautisme au Sable d'Olonne. Je vais essayer de pas en oublier, le tourisme restauration à Angers. Il y a l'automobile au niveau du Mans, les industries du futur qui sont à Nantes, j'en ai oublié les filières alimentaires, pardon, sur Laval, voilà, et un 9e en gestation sur plutôt l'énergie durable, la décarbonation de l'industrie. C'est très lié en fonction territorialement des secteurs économiques tout à fait. Qui sont assez bien positionnés. Tout à fait, exactement, puisqu'il y a un portage par les entreprises. C'est pour ça. Donc, c'est assez logique. Et puis aussi parce que ces campus, ils sont en général créés parce que ce sont des filières où on a des forts besoins en recrutement, et donc c'est un peu à l'initiative aussi de la création. Et du coup, ces campus pour l'éducation nationale, c'est aussi peut-être le moyen de pouvoir bien identifier les besoins dans les différents bassins, remontés par les entreprises, pour que derrière, au niveau de l'éducation nationale, on sache effectivement quel positionnement prendre en termes de contenu d'enseignement, j'imagine. Oui, il y a les deux. Enfin, il y a 2 grandes missions effectivement sur ces campus. Il y a la mission de l'attractivité, de travailler sur l'attractivité des métiers et des formations pour valoriser les filières. Et puis, il y a cette notion de mettre en adéquation les besoins en compétences des entreprises avec la carte des formations sur le territoire. Tout à fait. Et alors, depuis que ces campus existent et depuis que vous déployez différents dispositifs, est-ce que, alors on sait que ce bassin d'emploi territorial fait partie des bassins où il y a le moins de chômage, je crois qu'on est à 5%, 5,2 quelque chose, par rapport à une moyenne nationale plus forte. Donc, on va dire que vous vous en sortez bien en termes de tension de recrutement. C'est quand même pas aussi élevé que d'autres territoires. Néanmoins, c'est un travail de long terme, ce que vous faites en termes d'attractivité et de valorisation des métiers sur les différents secteurs. Comment vous les déployez et comment vous faites le lien avec finalement ceux qui vont les mettre en œuvre au sein du rectorat, par exemple, de Nantes, sur votre territoire? Comment vous identifiez et comment vous faites en sorte que si, par exemple, on a besoin de techniciens dans l'agroalimentaire, c'est remonté, c'est pris en compte et peut-être qu'on essaie d'appeler ou de former plus en amont de jeunes qui vont aller ensuite vers ces filières-là? Alors, chaque campus est piloté par une personne. Il y a des groupes de travail. Dans ces groupes de travail, il y a des thématiques qui vont être effectivement les besoins en compétences, l'attractivité, etc. Et au sein de ces groupes de travail, il y a forcément des entreprises, il y a forcément la région, les institutionnels aussi qui participent à la construction de l'offre de formation en plus que le rectorat, et qui donc vont faire remonter ces besoins, et on peut faire évoluer la carte. Alors, soit en termes de volumétrie, augmenter, soit on peut avoir aussi plus d'apprenants en apprentissage dans certaines formations, ou on peut aussi travailler à des formations plus courtes, des formations professionnelles plus courtes, puisque effectivement là on a beaucoup entendu parler du supérieur, mais on a dans la filière industrielle des gros besoins aussi au niveau de l'infrabac et des bacs professionnels. Donc on peut aussi travailler sur des formations complémentaires locales, des formations mises en place avec la région ou Pôle emploi pour répondre de manière plus immédiate aux besoins. Et alors, au niveau des entreprises avec lesquelles vous êtes en relation, comment ça se concrétise, comment ça se formalise finalement, cette expression de leurs besoins, comment vous travaillez finalement de concert avec eux pour qu'ils puissent vous dire, là je vais me développer, donc j'aurai besoin de tant de personnes. Comment vous travaillez ensemble? Nous, on fait partie d'un écosystème, donc on travaille par exemple avec, je vais parler pour l'industrie de l'ORCI, un observatoire de branche, qui remonte déjà des besoins en compétences par métier, par filière, avec des branches professionnelles comme l'IUMM. Donc on n'a pas des actions isolées, on a vraiment cette volonté de travailler avec les autres acteurs du territoire, et donc collectivement, effectivement, on peut identifier
métiers, vraiment des volumes sur des métiers avec les entreprises et ses partenaires, et pour faire évoluer effectivement la carte. Et alors là, on le voit actuellement, on est dans une conjoncture nationale un petit peu tendue en termes de recrutement. Sur ce territoire, quels sont finalement les besoins dont on vous remonte le plus en termes d'urgence? On est plus sur un segment technicien qui est un petit peu le segment sur lequel… Alors tous. Tous, Ouais, j'ai pas tous. Alors tous et toutes filières, parce que je veux pas faire de jaloux, mais les 8 campus, vraiment tous, c'est D'accord. leur priorité. Ouais. Et on est sur de l'infrabac, voilà, des bacs professionnels, sur des BTS, des licences maintenant, les BUT, ouais, j'imagine exactement. aussi. Oui, Ouais, oui, tout à fait. Et alors, du coup, comment aussi vous vous adressez, parce que vous parliez d'attractivité, ça veut dire que pour quelque part faire connaître et rendre attractifs ces métiers, comment vous vous y prenez avec l'éducation nationale, avec les proviseurs des différents établissements, les enseignants, pour les faire connaître, pour parler et donner l'image réelle de ces métiers? Comment ça se passe? Donc c'est une de nos missions principales, l'attractivité, faire connaître les filières et les métiers au plus grand nombre. Donc je pourrais pas être exhaustive sur les actions qu'on mène, mais on organise des salons thématiques, des grands événements où on peut faire venir des centaines, voire plus de 1500 collégiens sur une journée sur certaines filières. Donc on a des événements comme ça. Alors si je prends les exemples de l'industrie, puisque c'est la thématique, sur les ailes du campus à Saint-Nazaire, sur Construis ton avenir pour le bâtiment, mode avenir pour l'industrie de la mode. Voilà, donc c'est des grandes journées thématiques. On fait aussi sortir les élèves tout simplement pour aller visiter des entreprises et des usines, puisque on l'a dit, l'environnement, il est moderne aujourd'hui. On a besoin de le faire découvrir, que les jeunes collégiens aient besoin de voir que voilà, une usine, c'est propre, c'est neuf, c'est moderne, il y a de l'innovation, donc c'est important. Et puis, comme on peut pas toujours faire sortir les jeunes non plus, on va nous aussi dans les collèges, on organise des visites. On vous parlait de féminisation, on peut faire venir des femmes pour parler de leur parcours et de leur évolution au sein des entreprises. On peut, par exemple, on a une exposition photo qui a été créée par un campus, c'est beau l'industrie, avec des photos, voilà, qui viennent aussi dans les établissements. On a plein d'outils, des serious games, des jeux de plateau, jeux de cartes en fonction des thématiques. Aujourd'hui, l'orientation, elle commence dès la 5e. Les professeurs de collège doivent dès la 5e faire de l'orientation. Donc nous, on essaie de les alimenter en outils concrets pour qu'ils aient des choses à présenter à leurs élèves. Et puis, je parlais des visites d'entreprise pour les jeunes, mais aussi pour les enseignants. Justement, ces enseignants, ces profs principaux de 3e, qui doivent faire connaître les métiers à leur classe et qui n'ont pas forcément une connaissance de toutes ces entreprises du territoire. Donc, nous, on organise des journées, les campus tours, où on les accueille sur des sites industriels. Et le fait de toucher un enseignant, ça permet de diffuser dans plusieurs classes et de faire connaître un peu l'environnement aussi territorial des entreprises. Surtout que le volume horaire qui est dévolu et aux collégiens et aux lycéens ne cesse d'augmenter. 32 heures au lycée, collège et 54 heures au lycée. Tout à fait. Vous avez raison de parler d'alimentation. C'est aussi le rôle de ces webinaires qui sont ensuite rediffusés dans les classes. Mais c'est vrai que les visites d'entreprise, ça c'est quand même, je pense, ce qui est le plus marquant. Et ils sont en général, et de plateaux techniques aussi, des centres de formation, ils sont souvent très surpris de la modernité, j'ai envie de dire de la propreté. C'est l'environnement un peu environnement moderne. Tout à fait. Oui. Exact. Est-ce que vous aviez un message aussi pour même vos collègues enseignants d'ailleurs, pas que les élèves, puisqu'on sait que les prescripteurs, ce sont les parents, mais ce sont aussi des enseignants. Et vous le disiez, beaucoup d'enseignants, si ils ont une formation littéraire, linguistique, ils n'ont pas forcément d'exposition personnelle à l'industrie. Qu'est-ce que vous leur conseillerez, vous, comme finalement solution pour occuper ces nombreuses heures d'orientation et aller eux-mêmes découvrir déjà, comme vous le disiez, ces univers industriels? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire ou simplement leur faire connaître ce que vous faites pour qu'ils puissent se mettre en relation avec vous? Tout à fait. Les enseignants peuvent tout à fait contacter les campus. Effectivement, il y a des sites académiques. Donc, ils peuvent le faire directement. Ils peuvent le faire directement et sur les différents sites, il y a les outils qui sont à disposition ou contacter directement en fonction de leur territoire ou de leur filière les campus des métiers et des qualifications.
Très bien. Bah, écoutez, alors il y a plus qu'à, si les campus sont prêts à les accueillir, donc il faut venir chez vous alors. Tout à fait. Ça marche. Merci beaucoup, en tout cas pour votre Merci. intervention, Gwenaëlle, et on va passer à notre dernier intervenant, un de vos collègues. Est-ce que vous nous entendez, Stéphane? Oui, je vous entends fort et Super. clair. Ici Très de bien. même Donc, pour vous. Stéphane Finot, donc, qui est aussi directeur délégué donc, aux formations professionnelles et technologiques à l'Académie de Nantes. Mais avant que vous rentriez dans le détail de vos fonctions, vous aussi, eh bien, vous n'y échapperez pas. Il faut que vous nous parliez de votre parcours, Stéphane. Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Ben, j'ai envie de dire, en fait, pour moi, ça a mal commencé. J'avais un grand-père qui travaille dans le machinisme agricole et j'adorais, entre guillemets, bricoler avec lui. Donc voilà, c'est lui qui m'a donné un petit peu l'appétence de ces métiers. Et ça a été dit par les différents interlocuteurs, c'est l'envie de donner sens à ce qu'on peut étudier, aux apprentissages en réalisant des objets. Hein. Ça a été dit par les étudiants en école d'ingénieur. Donc très vite, moi, je me suis orienté vers des études techniques. J'ai pas fait de prépa. Je suis parti sur une voie courte, qui était à l'époque un diplôme universitaire de technologie dans l'informatique industrielle. J'ai décroché un premier emploi en tant qu'automaticien. C'est un fabricant de voitures dont le logo est un losange. Donc, ça ne m'a pas empêché de travailler pour VAG ou pour Peugeot, par exemple, le groupe Stellantis. Maintenant, on l'a évoqué, hein, le travail en équipe, c'est important dans l'industrie. On ne peut pas travailler tout seul, on ne peut pas être multitalent, multicompétence. Et puis, malheureusement, j'ai envie de dire, dans les années dans lesquelles j'ai travaillé, il y avait ce qu'on appelle les licenciements économiques. On n'était pas à 5% de chômage. Donc, après un premier licenciement, j'ai repris mes études pour passer un certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement technique. Et je suis devenu donc enseignant en lycée professionnel, enseignant en collège, enseignant dans la voie technologique, enseignant en sciences de l'ingénieur. Et puis, on a eu une réforme de la voie technologique en 2011 à peu près. Là. Donc, de 2013 à 2015, j'ai été formateur académique et donc maintenant, j'exerce des fonctions de directeur délégué avec une mission auprès de l'inspection pédagogique de Nantes. Voilà. Merci Stéphane. Alors, dans votre intitulé de poste, il y a la mention de la formation professionnelle. Et quand on pense à l'éducation nationale, ce qui nous vient plutôt à l'esprit, c'est tout ce qui est formation initiale. Alors, bien sûr. Comment Donc, finalement ce n'est pas que la formation initiale. Justement, voilà, dites-nous pourquoi aussi l'éducation nationale s'occupe aussi de tout ce qui est formation professionnelle. Eh bien, on s'occupe de la formation professionnelle, bien sûr, dans les lycées professionnels, bien sûr aussi dans les centres de formation par apprentissage, hein, via le réseau des Greta CFA, qui prennent appui sur un maillage assez extraordinaire, puisque tout à chacun a à proximité dans sa ville un établissement scolaire. Donc, c'est ça aussi la force de l'éducation nationale, une force aussi de par la diversité des formations qu'on est capable de déployer. Ça peut passer par le sanitaire et social, bien sûr par les métiers de l'industrie, mais par les métiers de la sécurité. Ça a été évoqué, hein. Dans l'industrie, il y a énormément de métiers. Je pensais à PSA Rennes, vous avez dit une infirmière à PSA Rennes, par exemple. Donc, il y a énormément de choses à faire dans l'industrie. On a aussi, via les réseaux des Greta CFA, un rôle à jouer dans la formation continue. Vous l'avez évoqué, hein, on a un droit, un petit peu comme Gwenaëlle l'a dit, 20 ans après, on peut reprendre des études. Ça a été aussi mon cas. Après mon métier d'automaticien, j'ai repris des études pour pouvoir passer mon certificat professionnel. Donc, on a de multiples ressources, on a de multiples voies de formation, que ce soit par apprentissage, en section, on va dire, publique mixée, donc dans des classes où on a à la fois des alternants et à la fois un public de scolaires, ce qui permet une sécurité des parcours. Si effectivement vous tardez à décrocher votre contrat d'apprentissage, on fait quand même la rentrée en formation, on attend la signature du contrat d'apprentissage. Et puis, malheureusement, de temps en temps, lorsque ça arrive, lorsqu'il y a une rupture du contrat d'apprentissage, on peut réintégrer relativement facilement, puisque c'est dans le même établissement, les étudiants, les apprenants en initiale, en formation initiale, et on préparera le même diplôme. Donc tout ça nécessite un petit peu d'ingénierie pédagogique et de jonglage de calendrier, mais on sait faire, on y arrive. Mais en tout cas, il y a des passerelles, hein, finalement, entre la formation initiale et la formation professionnelle. Hein. De plus en plus, et je dirais même des passerelles qui sont, comment on va dire ça, qui sont intermétiers.
je le citais avec vous, hein, on alterne, on fait ce qu'on appelle, nous, des intégrations. C'est-à-dire que là, par exemple, moi, j'ai une formation qui destine au métier de l'automatisme et on peut y intégrer, par exemple, quelqu'un qui aurait obtenu, il y a une dizaine d'années, un brevet de technicien supérieur en optique. Voilà, ce monsieur-là était opticien, il a souhaité se reconvertir, on l'a accueilli avec plaisir. Hein. Ça change la physionomie de nos groupes classes parce qu'entre guillemets, bah voilà, ils ont un papa, ils ont quelqu'un de 35-40 ans qui sait pourquoi il est là et qui nous sert un petit peu de locomotive dans nos formations. Donc c'est toujours très agréable d'accueillir ce genre de public. Donc, en parlant de public, donc vous avez finalement une diversité aussi d'apprenants, quoi. On n'est pas que sur des jeunes, on est aussi sur des adultes en situation de reconversion professionnelle, hein. Tout à fait, on est sur des jeunes, des moins jeunes, des gens qui, voilà, par des rencontres dans leur métier, souhaitent évoluer. On a aussi pour des jeunes des parcours un petit peu atypiques, des jeunes qui vont s'engager sur un premier BTS, par exemple dans les métiers de l'électrotechnique, et qui vont venir compléter cette formation-là. Alors ça peut être parfois à la demande d'une entreprise par une deuxième année. On va les faire intégrer directement une deuxième année de BTS en automatisme ou en fluide, en domotique, enfin sur des métiers connexes, mais ils auront une qualification supérieure qu'ils pourront faire valoir, d'autant plus dans le milieu industriel dans lequel ils souhaitent évoluer. Et alors, on l'a vu aussi, on est dans un contexte finalement de réindustrialisation avec finalement beaucoup de besoins vers des entreprises qui vont en tout cas accélérer leur croissance, leur développement, puisque il est question en tout cas d'avoir et de retrouver une souveraineté sur des productions stratégiques, ce qui veut dire plus d'activités dans le secteur industriel. Comment finalement, avec quel dispositif l'éducation nationale répond aussi à cette volonté de former plus pour l'industrie? Je crois que vous avez des dispositifs courts, par exemple aussi, qui peuvent être accessibles et être un premier levier pour finalement atteindre ces métiers. Tout à fait, c'est une volonté politique affichée d'avoir maintenant des formations en 1 an, qu'on appelle des mentions complémentaires. Tout à fait. Eh bien là, on trouve bien sûr appui auprès des campus, des métiers et des qualifications. Ce sont par le biais de ces campus qu'on arrive à identifier les différents besoins en formation et à monter relativement, j'allais dire rapidement. On l'a dit aussi, hein, les établissements scolaires comme les entreprises ont des historiques. Donc en ciblant les bons établissements scolaires avec déjà des ressources humaines et des ressources matérielles, des plateaux techniques qui sont en adéquation avec les besoins remontés. Alors, je peux particulièrement vous parler, puisque c'est ce que j'ai fait cette année, de, par exemple, la cybersécurité. Nous avons une mention complémentaire cybersécurité, une mention qui va professionnaliser les jeunes, qu'ils soient issus d'un baccalauréat professionnel. Particularité aussi, on peut accueillir dans ces jeunes tout jeunes de la voie technologique, et nous avons, et c'est une fierté pour moi, d'accueillir des gens qui viennent de la voie technologique STMG, et qui ont été recrutés non pas parce qu'ils ont fait STMG, mais parce qu'ils avaient, de par leurs activités extérieures, une appétence pour l'informatique. Donc c'est une façon pour eux, bien qu'ils aient eu un cursus précédent, je dirais qu'ils ne sont pas tout à fait dans ce qui leur plaît, de venir maintenant s'éclater, entre guillemets, en formation et prendre pied, structurer un peu leurs connaissances qu'ils ont acquis en autodidacte de façon plus professionnelle, en offrant en fin de formation, au mois de juin, une certification. Et puis, ces mentions complémentaires ont pour moi sens à évoluer vers l'apprentissage, puisque le format que nous avons, c'est 20 semaines en centre de formation et 16 semaines de PFMP, de période de formation en milieu professionnel, donc qui s'adaptera, je pense, très bien à un format en apprentissage, et c'est ce que nous attacherons à développer dans les années futures. Donc une collaboration entre entreprises, bien sûr, et centres de formation et éducation nationale. Alors, du coup, vous qui aviez déjà cette casquette un petit peu d'industriel, puisque vous avez un premier parcours de formation quand même très orienté industrie, c'est pas forcément le cas pour vos homologues enseignants, hein. Tout le monde n'a pas eu le même parcours vers ces métiers un petit peu techniques. Comment finalement mieux sensibiliser pour vous vos collègues, question que j'avais aussi posée à Gwenaëlle, Tout à fait. pour pouvoir finalement mieux aussi parler de ces métiers aux élèves, hein?
est-ce qu'il y a des actions en particulier qui sont peut-être faites ou bien qui sont dans, on va dire, dans les projets, de pouvoir un petit peu mieux expliquer, un peu mieux exposer ces enseignants à cet univers? Qu'est-ce qui peut être fait, en tout cas, pour améliorer la situation? Alors, Gwenaëlle l'a très bien dit, on s'appuie sur les éléments phares développés par les campus, les ailes du campus construites en avenir, etc., par aussi emmener nos enseignants en entreprise. C'est très important. Il y a dans le brevet de technicien supérieur des stages. Les suivis de stages sont faits par les enseignants. Donc, il y a un contact là avec les entreprises. Donc, les enseignants qui travaillent avec nous ne sont pas déconnectés de la réalité industrielle. En deuxième année de brevet de technicien supérieur, il y a un projet en partenariat avec un industriel. Les industriels sont bien sûr invités, conviés, ce sont nos clients quelque part, donc à participer aux revues de projet dans les établissements scolaires. Et puis moi, j'invite traditionnellement, on va dire tous les 15 jours, un petit peu pour remotiver mes troupes, ou en tout cas pour montrer à ces étudiants que ma foi, s'ils sont sur des métiers en tension et qu'on les attend, donc ils ont tout intérêt à bien décrocher leur diplôme et à bien travailler. J'invite tous les 15 jours à peu près au lycée, je dirais un couple, un binôme qui fonctionne bien, qui est en général la personne chargée de l'ARH et puis un technicien qui est plus terrain et qui pourra expliquer les différentes missions qu'on confie à un junior lorsqu'on arrive en entreprise. Il y a bien sûr les journées portes ouvertes des établissements dans lesquelles on inclut de plus en plus des représentants du monde industriel. Il y a bien sûr dans la voie professionnelle toutes les périodes de formation au milieu professionnel qui sont assez importantes puisqu'on est sur 22 semaines sur les baccalauréats professionnels. Et je crois que dans les relations école-entreprise, vous vouliez aussi nous parler du dispositif du bureau des entreprises aussi qui existe nouvellement, je crois d'ailleurs. Oui, on va en parler avec moi je peux en parler avec un relatif confort parce qu'effectivement dans mon établissement nous avons le plaisir d'accueillir un responsable du bureau des entreprises à qui on va confier effectivement, comme ça a été déployé, la mission d'accompagner nos jeunes et de développer notre réseau d'entreprises. Donc moi en tant que directeur délégué, je vais accompagner cette personne, je vais déjà lui confier les quelques contacts que j'aurai ici sur le secteur nantais et charge à lui aussi d'aller chercher dans les autres secteurs puisqu'on répond à des besoins. Là, on est en train de se questionner beaucoup sur les métiers de la maintenance, qui n'est peut-être pas un domaine que moi je connais particulièrement. Donc, je vais lui confier gentiment d'aller nous développer un portefeuille d'entreprises. On va aussi peut-être travailler sur tout ce qui est l'assemblage, notamment dans l'aéronautique, là, avec Airbus, puisqu'on est sur un terrain ici assez favorable et on cherche des ajusteurs, des monteurs. Donc voilà, on va travailler avec les grands groupes, mais on va aussi travailler avec les petites structures. Puis ça a été dit, on a besoin de personnes, que ça soit au niveau ouvrier, au niveau technicien ou au niveau ingénieur. Et même sur des domaines comme la cybersécurité, je crois que les petites entreprises qui ont déjà un service informatique seraient bien contentes d'accueillir quelqu'un qui a déjà des compétences en cybersécurité, qui est en capacité de transmettre aux collaborateurs une hygiène informatique fermer ses applications, changer ses mots de passe de temps en temps, etc. Voilà. Donc on a des choses comme ça à cultiver qui sont pas forcément compliquées et qui peuvent être de la responsabilité des techniciens. Très bien. Et alors, est-ce que vous aussi, pour conclure, vous auriez un message à vos collègues et aux jeunes aussi qui nous regardent pour les inciter à prendre plus spontanément la voie des filières scientifiques et techniques? Ah, mais il faut oser. Il faut oser. Nous sommes au 21e siècle. Je pense que, comme moi et comme beaucoup de personnes, d'intervenants aujourd'hui, ils auront plusieurs métiers. Ça a été évoqué, je crois, par Jérôme. Quand on ne sait pas trop ce qu'on veut faire, on va peut-être effectivement procéder par élimination. Je pense qu'il ne faut pas réfléchir métier, il faut réfléchir secteur d'activité. Ça a été évoqué par les jeunes ingénieurs. Ils vont travailler dans le nucléaire, qu'ils soient civils ou de l'armement. Et puis la vie est faite de rencontres. Ces rencontres vont forcément impacter la trajectoire professionnelle qu'ils auront. Moi, j'ai envie de leur dire, soyez curieux, soyez riches de vos envies. Allez-y, rien n'est impossible. Il y a énormément de passerelles. Vous avez maintenant beaucoup de choses qui sont
en formation continue tout au long de la vie. Vous avez aussi la validation des acquis d'expérience qui fonctionne très bien sur le rectorat de Nantes. Donc voilà, faites-vous plaisir. Moi, je garde en témoignage un papa que j'ai eu cette semaine qui m'a dit « Ah, mais vous allez transformer mon fils ». J'ai dit « Attendez, mais moi, j'ai rien fait. C'est simplement que ce jeune homme a intégré la mention complémentaire cybersécurité. Et puis, il m'a dit « Mais il fait de sa passion de toujours, de son travail de tous les jours. » Quelque chose comme ça, je trouvais ça formidable. C'est ça, en fait. Ça a été dit aussi par l'enseignante chercheuse. Voilà, ils vont s'éclater. Qui viennent chez nous dans les secteurs de l'industrie, c'est multiple, il y a des évolutions de carrière. C'est un petit peu comme moi, je m'ennuie pas dans mon métier, c'est super chronophage. Les journées sont à chaque fois différentes, on est loin, je pense, très loin de la routine. Donc allez-y, candidatez sur nos formations sur Parcoursup. C'est comme les gagnants au loto, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Et bien vous, allez-y, candidatez, vous risquez d'être pris dans une formation qui vous plaît. Eh ben, c'est super parce qu'au moins on a un message positif de Parcoursup dont on entend plus souvent des messages négatifs. Donc c'est très bien. Voilà, c'est au moins un bon message positif pour voilà, vraiment déployer des bons choix et en tout cas des choix qui mènent à des carrières où les besoins existent et où les évolutions aussi sont très intéressantes avec pas mal d'opportunités. Donc vous faites bien de le rappeler. Merci beaucoup Stéphane. Et merci à tous ceux qui nous ont déjà donné tous leurs témoignages. Et on va passer tout de suite à la séquence ONICEP avec une petite présentation que mes collègues nous ont laissée pour simplement compléter un petit peu tout ce que toutes les personnes qui sont intervenues vous ont donné déjà comme information. Donc, sachez qu'effectivement, de manière très pratique concernant les voies d'accès, eh bien, et pour répondre déjà à quelques questions qui étaient dans le chat, eh bien, pour accéder au métier de l'industrie, alors non, il n'y a pas de voie particulière, puisque c'était une question qui nous était posée dans le chat. En fait, vous avez bien vu finalement dans le panel de nos invités, finalement tous les chemins mènent à l'industrie, quels que soient vos parcours. Donc, vous pouvez démarrer vraiment par voilà, des spécialisations qui ne concernent peut-être pas tout de suite l'industrie, mais vous pouvez toujours y revenir à un moment ou un autre parce que des passerelles existent. Et donc là, en l'espèce, vous avez différents métiers. Alors là, à l'ONICEP, nous a préparé quelques petits métiers qui sont vraiment en lien avec le secteur de la défense navale. Donc, vous voyez, sur des niveaux techniciens, vous avez technicien, technicienne de maintenance et support 3D, technicien, technicienne en automatisme, informaticien, informaticienne, bien évidemment, ingénieur 3D, designer 3D, qualiticien, chef de projet, etc. Un grand nombre de métiers existent. De l'opérateur technicien au niveau ingénieur, c'est très ouvert, c'est très large. Les secteurs d'activité, vous avez bien évidemment la construction navale, l'automobile, la métallurgie, l'aéronautique, le biomédical, en sachant que même dans les niveaux des différents métiers que je vous ai énumérés tout à l'heure, il y a toujours un socle de compétences transverses qui sont tout à fait redéployables dans les différents secteurs que je viens de vous énumérer, avec donc différents profils évidemment, puisque vous pouvez très bien démarrer avec un CAP, un bac pro, un BTS, un BUT, bref, en sachant qu'effectivement BUT, licence pro ou BUT peuvent aussi vous conduire vers les écoles d'ingénieurs. Ensuite, voilà, les voies d'accès, eh bien, c'est ce que je vous ai dit. Voilà, on peut très bien finir ingénieur, même en ayant commencé avec un CAP. Ne pas oublier qu'on est aussi sur une dimension aujourd'hui de formation tout au long de la vie, ce qui veut dire que si dans votre formation initiale, vous n'avez pas envie tout de suite de faire de longues études et vous avez plutôt besoin et envie de travailler, eh bien, pas de souci, à un moment ou un autre, vous pourrez raccrocher une formation professionnelle, plein de dispositifs existent pour cela et vous pouvez poursuivre ensuite peut-être avec plus de maturité, plus de connaissances aussi sur ce que vous avez envie de faire. Donc, n'hésitez pas, à tout moment, eh bien, vous pouvez en tout cas raccrocher le wagon vers des métiers scientifiques, techniques et arriver à l'industrie avec comme message de ne pas s'arrêter aux clichés,
sur l'industrie, hein, et puis aussi pour les filles, l'industrie, ce sont des métiers qui sont tout à fait aujourd'hui accessibles pour les femmes. Donc, n'hésitez pas à être un peu curieuse, à regarder ce qui s'y fait. Sur tous les niveaux de qualification, il n'y a aucun problème. Vous pouvez vous orienter. Tous les niveaux et tous les profils sont attendus. Après, vous avez sur cette slide ce que je vous disais, hein, en termes de passerelle. Vous pouvez très bien démarrer à l'opposé de ce que finalement vous ferez plus tard. Et à tout moment, il y a des moyens, il y a des chemins aujourd'hui qui sont balisés pour vous faire revenir finalement vers ce qui vous plairait le plus. Et enfin, n'hésitez pas à compléter ce niveau d'information que je vous donne et que les personnes avec moi vous ont donné sur le site de l'ONICEP qui est de plus en plus riche avec des conseils, n'oubliez pas non plus personnalisés, puisque maintenant l'ONICEP met aussi à disposition des conseillers que vous pouvez appeler, que vous pouvez contacter par mail et qui peuvent vous apporter une dimension d'information totalement personnalisée par rapport à vos besoins, vos centres d'intérêt et peut-être ce sur quoi vous avez envie de vous orienter. Donc, n'hésitez pas à les solliciter. Sur leur site, vous trouverez tout le niveau d'information nécessaire. Donc, voilà pour la petite séquence consacrée à l'orientation et à l'ONICEP. Et donc, on va peut-être éplucher et voir rapidement quelles sont les questions qui sont intervenues et que nous pouvons aussi peut-être traiter. Alors, je vais en prendre déjà quelques-unes. Comment peut-on mieux informer les jeunes sur les débouchés professionnels concrets et variés offerts par les filières scientifiques et techniques moins populaires? Alors déjà, Lorraine, vous qui avez posé la question, alors il y a notre émission, hein, alors c'est pas pour dire, voilà, et vous avez tous les replays qui sont disponibles sur la chaîne YouTube de l'IMT. Hein, donc, vous pourrez tous les parcourir. Ça fait plus d'1 an et demi que nous les faisons. Donc, il y en a plusieurs, surtout les secteurs. On a fait l'aéronautique avec Airbus en mars dernier, où on reviendra de nouveau sur un autre de leurs sites à Paris-le-Bourget. On a fait le secteur de la maintenance, donc à Toulon, dans un IUT. Bref, on essaye d'être un petit peu sur tous les secteurs qui sont, on va dire, en tension. Autant dire qu'il y en a beaucoup en ce moment, mais en tout cas, si vous voulez en savoir plus et retrouver d'autres témoignages, hein, comme vous avez eu aujourd'hui, n'hésitez pas à les visionner. Sinon, on n'est pas les seuls, évidemment, puisque autant les fédérations professionnelles, l'éducation nationale, on le voit, plein d'acteurs de l'industrie, les entreprises elles-mêmes aussi, eh bien, développent de plus en plus des opérations pour connaître les filières qui sont un peu moins connues, moins populaires. Et le premier conseil que je vous donnerais, Lorraine, c'est s'il y a un secteur qui vous intéresse en particulier, eh bien, c'est d'aller dans les entreprises qui sont dans ce secteur. Pratiquement maintenant, beaucoup d'entreprises, sinon toutes en tout cas, programment des journées portes ouvertes. Et je pense qu'il n'y a pas mieux pour pouvoir se rendre compte de ce qu'est l'industrie aujourd'hui que de rentrer finalement dans cet univers, dans les ateliers, dans les usines et se rendre compte finalement concrètement par soi-même de ce qui s'y passe, de comment on fabrique les choses et d'essayer un petit peu de se projeter soi-même. Sinon, quels facteurs selon vous peuvent expliquer le désintérêt actuel des jeunes pour certaines filières scientifiques et techniques ? Alors, j'ai des jeunes avec moi, mais eux sont intéressés par déjà l'industrie. Mais peut-être que vous avez des camarades qui, quand vous leur parlez de vos métiers ou en tout cas de vos orientations, peut-être sont eux dans d'autres orientations. Et peut-être qu'ils jamais ils se sont dit non, industrie pour ci, pour ça. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous avez des camarades qui n'ont pas eu, en même temps que vous faisiez vos études, étaient dans d'autres branches et n'étaient pas intéressés par ces métiers? Et qu'est-ce qu'ils vous disaient du coup comme représentation? Émeric. Je pense qu'il y a une vision aussi du fait qu'on voit l'industrie comme quelque chose de complexe. Donc, ça peut faire peur. Faut pas avoir peur. On est bien accompagné avec tout au long de notre formation. Donc, je pense qu'il y a cette idée de complexité peut-être et de quelque chose qui peut-être n'est plus très moderne au goût du jour.
alors que c'est complètement faux, absurde. Alors même que c'est le terrain de jeu de toutes les C'est ça, toute nouvelles la recherche et technologies, hein. innovation, on le voit nous avec Naval Group, on a Ouais. notre technocampus, donc le siège de la recherche et d'innovation sur Nantes, où on développe plein de nouvelles choses, notamment en relation avec le numérique, où on peut avoir tout le nouvel aspect drone et armement chez Naval, mais chez Airbus aussi, ils ont toute leur plateforme de recherche et d'innovation. Donc voilà, faut pas avoir peur, c'est quelque chose de totalement moderne. Et voilà quoi, en profiter, c'est de la belle technologie. Eh ben, très bien, merci beaucoup Aymeric, et on restera sur ces paroles de fin. Donc, merci en tout cas à chacun, chacune. On n'a peut-être pas éclusé l'ensemble des questions. Pour ça, n'hésitez pas en tout cas à vous inscrire au MOOC Ose les métiers de l'industrie du futur, puisqu'il y a un forum qui est ouvert à tous. Donc, en prolongement de ces webinaires, si on n'a pas pu répondre à toutes vos questions, n'hésitez pas à les poser dans le cadre de ce forum. On sera là pour y répondre et en même temps, on aura le temps de pouvoir aussi vous apporter des réponses détaillées. Du coup, voilà, moi je remercie également l'école donc qui nous accueille, IMT Atlantique, hein, pour nous avoir mis à disposition cet espace et puis ce temps dédié pour faire ce focus sur ces métiers de la défense navale. Je vous donne aussi rendez-vous donc le mois prochain. Et le mois prochain, ce sera le 20 décembre prochain. Nous serons donc à EDF sur le site d'une centrale nucléaire à Penly. Mais comme Naval Group, c'est un lieu aussi hautement sécurisé et que le plan Vigipirate, du fait de la conjoncture internationale, eh bien, nous empêche d'être dans la centrale. Donc, nous serons quand même sur le site de la centrale, mais dans un centre de formation qui accueille finalement l'ensemble des personnels qui vont ensuite travailler directement dans le cœur de cette centrale. Donc, nous aurons le plaisir de pouvoir réaliser ce direct sur ce site-là. Et donc là, nous ferons un focus sur les métiers donc du secteur du nucléaire qui sont, comme on en a déjà aperçu un petit peu en entendant nos invités, eh bien des métiers où le panel et la richesse des activités eh bien sont larges. Donc là aussi, on vous invite à nous retrouver pour pouvoir les découvrir. Vous avez aussi donc à l'écran le calendrier de nos prochains webinaires orientation, hein, puisque ça nous conduira jusqu'au mois de mars. Pourquoi le mois de mars? Parce qu'au mois de mars, c'est la clôture de Parcoursup. Donc, on espère qu'on pourra vous donner quelques inspirations, quelques éléments d'information essentiels pour vous, pour savoir où vous orienter. En tout cas, tous les webinaires que nous vous proposons sont sur des secteurs où on recrute beaucoup. Donc, c'est aussi un facteur important quand on cherche à s'orienter. N'hésitez pas non plus donc à rejoindre aussi il y a un groupe sur LinkedIn, hein, donc des webinaires Ose les métiers de l'industrie du futur. Donc, vous pouvez là aussi avoir les informations en direct. Je remercie également FunMOOC qui nous a permis d'être en duplex aujourd'hui avec eux. Merci beaucoup Sandrine pour cette possibilité de pouvoir également diffuser donc avec vous ce webinaire. Et puis on vous dit tous à très bientôt et on vous remercie en tout cas d'avoir été nombreux avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup et à bientôt.